Shalom à tous, on accueille cette fois Tali Trev Fitoussi. Tali est à l'origine de pas mal d'initiatives autour de l'étude de la Torah, comme Pilpoul et Kollel, qui est un centre d'études pour femmes. Tali est également la présidente d'Ayeka. Ayeka, c'est une jeune communauté parisienne, un peu particulière, on pourrait même dire alternative, qui selon leurs propres mots, porte, ouvrez les guillemets, un regard bienveillant vis-à-vis des valeurs contemporaines, et cherche aussi à faire évoluer la place de la femme dans le judaïsme. Ayeka se voit comme héritière du mouvement américain qu'on appelle moderne orthodoxe et cherche à l'importer en France. Ceux qui me connaissent ma méfiance envers ce type d'initiative. Mais en parler avec Tali, ça m'a permis d'avoir une vision plus claire de ce qui s'y passe, de quelles sont leurs idées. J'admets que je ne suis pas convaincu, mais c'était quand même très intéressant d'avoir ces discussions avec Tali, et j'espère que vous apprécierez entendre les différents points de vue qu'on a exposés, et que vous apprécierez la conversation. Pour supporter le podcast, suivez le podcast sur Facebook, sur WhatsApp, sur Spotify, partagez-le avec vos amis, et bonne écoute. Salut Tali, Bonjour, ça va, tu vas bien? ça va très bien et toi? Bah voilà, je suis enchanté de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, entre autres le fait que tu sois marié à Laurent Trèves, qui est un copain de Strasbourg d'antan. Strasbourg, Et ce que j'ai. grand Ouais, village. c'est un tout petit village, hein, faut pas déconner. Et non, non, c'est très sympa. Et j'aimerais bien, si tu peux, te présenter rapidement à tous ceux qui nous écoutent. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et où est-ce que tu vas? Grande, grand Ouais, projet pour voilà. me présenter en quelques mots. Euh, au niveau judaïsme, aujourd'hui, je suis la présidente d'une association qui s'appelle Ayeka, qui a pour but de mener plusieurs projets. Un des projets, c'est un projet de communauté moderne orthodoxe qui va s'implanter à Paris dans pas très longtemps. Et un des autres projets que j'ai co-créé aussi, c'est le projet Kollel, qui est un projet de, on va dire, centre d'études assez exigeant pour les femmes et qui se décline aussi en magazine, on va dire, avec des petits cookies d'études Hmm. qui va être aussi dédié aux femmes mais qui est ouvert à tous. Ouais. Alors, ok, et tu t'arrêtes là. C'est Je l'essentiel. m'arrête là. Hmm. Sur les éléments, je sais pas, qui sont peut-être importants pour le podcast et pour le reste, je sais pas, je On suis découvrira au fur et à mesure. ouais, voilà, je suis mariée à Laurent Trèves, Ouais. je vais Qui est un grand bientôt homme. avoir un premier très grand homme. Je vais bientôt avoir mon premier enfant. Ouais. Je, dans la Bah, vie, je fais du marketing digital pour lever des fonds pour des associations. mhm. Ah, donc c'est Euh, vraiment, il y a quelque chose dans l'associatif dans ta vie, quoi, qui est assez ancré. Ok. oui, Non, c'est bien. Ouais. c'est nouveau. Non, c'est intéressant. Je rencontre pas des tonnes de gens qui sont dans l'associatif en vrai. Mais du coup, c'est intéressant. Mais voilà, alors tu sais quoi? Genre, viens, on attaque le sujet tout de suite, le sujet de. D'abord, je veux comprendre un peu l'historique qui t'a mené jusqu'à maintenant être la présidente d'AECA et de parler du projet un peu d'AECA. Mais il me semble, si je me souviens bien, que Colel, c'est venu avant. Alors en Ou fait, est-ce que Colel, c'était. c'est Oui. un projet qui est sous la houlette, on va dire, administrative de AYECA. AYECA, c'est l'association mère. Et Mhm. Colel, c'était un projet qu'on a fait à côté, mais il a été financé par AYECA. Et la Ok. structure, la vraie structure juridique, c'est AYECA. Colel, en fait, n'existe pas en tant qu'association. Ah ouais, alors viens, on commence par. Ah, ok. Viens, on commence par Colel et ensuite on Mais arrive j'ai peut-être à. commencé par Ouais. fonder Colel avant d'être présidente de AYECA. Exactement, voilà. Donc viens, on fait ça chronologique. On commence par Colel. J'aimerais que tu me dises, c'est quoi, qu'est-ce qui toi t'a mené à monter cette association de Colel et quels sont les principes et pourquoi tu as fait ça? Alors, moi, j'ai vécu dans une famille qui est traditionnaliste.
J'ai vécu toutes mes années, de la primaire et même de la crèche jusqu'au lycée dans des structures juives. Je suis, Mhm. je suis le pur produit en fait du judaïsme français. C'est-à-dire j'étais à Yavne, j'ai été dans plein de mouvements de jeunesse juive, j'ai fait le Bnei Akiva, j'ai fait les EI, j'ai fait même le Bétar à l'époque. T'as fait le serment du Bétar? Est-ce que t'as fait le serment? Est-ce que t'as dit que s'il fallait être une charrue, je serais une charrue et tout ça? Mais j'étais très très jeune. Hmm. Disons que j'ai plus passé de temps au Bnei Akiva, aux EI et à l'UEJF. Et en fait, j'avais envie de me rapprocher de mes racines juives. J'avais envie de répondre à mes questions sur ma religion, ma tradition. Et j'ai fait le SNEJ, Le qui Snej. est la Explication, section ouais. normale des études juives, qui est en fait un parcours d'humanité en 2 ans, où on prend 3 jours par semaine, 3 soirées par semaine, et on va étudier les humanités juives. Donc ça veut Mhm. dire la base des textes, de la littérature juive, de la philosophie juive, de l'histoire juive, mais aussi des bases du Talmud, des bases du Zohar. Euh, et ça m'a redonné envie de me replonger dans les textes. Et à côté de ça, j'avais cette espèce de dichotomie qui me disait, il y a plein de choses que je ne comprends pas, que je ne sais pas. Et pourtant, j'ai passé toutes mes études dans des écoles juives, j'ai Mhm. fréquenté des synagogues, et il y a plein de choses que je ne sais pas. Et je n'arrive pas à étudier dans un cours qui me semble assez exigeant et qui répond à mes questions à travers des textes. Ouais. Ok. Euh, Et le Snej, ça t'a apporté quelque chose comme ça ou c'était juste le déclic? le SNEJ, ça m'a apporté la confiance qui me permettait de me dire, je peux étudier. Je peux Hmm. étudier des choses, je peux retourner en fait dans l'étude, c'est accessible à moi. Et en fait, dans mon parcours de juive française, il y a plein de portes qui se sont fermées pour moi au niveau de l'étude. Quand j'ai essayé, on va dire, d'étudier la Gemara, quand j'essayais de poser des questions dans mes cours de Kodesh, quand j'ai pas eu la même, je sais pas, la même préparation pour ma bat mitzvah, quand j'ai voulu en apprendre plus, ou en tout cas participer plus au rituel quand j'étais à la Hmm. synagogue, où je me sentais un peu exclue, que j'ai demandé des séfarim, par exemple, typiquement pour Simchat Torah, et que ça m'a été refusé. En fait, il y a eu plein de moments dans ma vie juive où j'ai essayé de m'investir et j'ai pas réussi. Et Kollel, pour moi, c'était une réponse à ça, c'était un grand cheminement. Et je me suis dit, il faut que je crée un espace où, en fait, il est possible pour moi d'étudier les sujets qui m'intéressent pour pouvoir être sûre, parce que j'ai une démarche orthodoxe. Et donc, je voulais comprendre, en fait, la démarche halachique et la façon dont étaient construites les lois, qui s'appliquaient à moi et qui avaient trait à mon judaïsme. Et j'avais besoin, en fait, de cette manière d'étudier. Et en fait, j'ai rencontré donc Myriam Ackerman, qui voulait, elle, faire à peu près la même chose. Alors moi, c'était un petit peu plus militant parce que je voulais des réponses à mes questions. C'était un moyen pour moi d'avoir des réponses à mes questions. Pour Myriam, qui avait déjà fait quand même un long parcours et qui était déjà en études rabbiniques, c'était plus un moyen de créer en fait un Beth Midrash de filles. Hmm. Et on s'est rejoint sur ce projet de créer vraiment un espace qui soit dédié aux femmes, qui reprennent les bases, qui soit accessible en termes de méthodologie sur toutes les typologies de textes, qui ait accès à des professeurs qui soient vraiment hyper pédagogiques, mais aussi hyper calés. Et en fait, juste de nous donner accès et de nous aider à nous autonomiser sur les questions qu'on avait sur la religion. Alors, avant de revenir sur quoi, je veux revenir juste avant. Tu as dit que tu avais des questions. Alors, d'abord, juste une remarque sur. Je pense que l'éducation juive en France, elle est catastrophique, mais elle est catastrophique malheureusement pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des. Sur beaucoup de plans, et la vérité, je suis. Quand je suis arrivé en Israël, j'ai vu la différence de niveau. Et elle est phénoménale. C'est terrifiant de voir que. Et je pense que pour le coup, il n'y a aucune différence entre les. Ou alors la différence est vraiment négligeable entre les garçons et les filles parce que moi, je suis arrivé ici et tout le monde est juste immensément. Connaît immensément plus de choses.
le point de vue de la C'est connaissance. Après, il y a des différences parce qu'il y a une éducation à la pensée en France, etc., un peu dans la communauté française qui donne, si tu veux, quelque chose d'un peu différent de ce qui se passe ici en Israël. Mais au niveau des connaissances pures, tu vois, du Tanakh, de la Gemara, etc., j'ai rencontré des gars de 18 ans qui connaissaient le Tanakh par cœur, de la première lettre à la dernière, et pas qu'un seul. Des gars qui avaient fini des macertotes déjà plusieurs fois. Enfin, moi, je suis arrivé là-bas, j'étais effaré. En pensant que moi, j'ai une des éducations les plus orthodoxes, pas les plus orthodoxes, mais j'ai été dans les écoles souvent les plus strictes sur l'éducation du Kodesh, à Échelle, à Strasbourg, etc., où on avait 25 heures de Gemara par semaine. Enfin, euh, donc c'était une réalisation un peu dure, mais ce que je voulais te demander, c'est quelles questions tu te poses en fait. C'est quoi les questions qui te perturbent à ce point pour que tu continues et t'insistes malgré les échecs. Et qu'est-ce qui te perturbe tellement qui fait que tu arrives à ce niveau-là et que tu dis je dois monter quelque chose pour répondre à ces interrogations que j'ai? Ça va être des questions très terre à terre. Euh, Pourquoi est-ce que c'est toujours mon père qui fait le kidouche? Est-ce que moi j'ai le droit de faire le kidouche? C'est quoi les éléments que je peux prendre en main en termes de rituel? Parce que c'est un rituel qui me plaît et à quel point est-ce que je peux m'y investir? Hmm. Euh, Comment sont faites les lois qui vont régir ma vie? Parce qu'en fait, quand tu es juif, tu te lèves le matin, tu penses juif parce que tu vas commencer à prier, tu te couches le soir et tu penses juif parce que tu fais un schéma et tu penses à ta semaine parce que tu sais qu'il va y avoir un Shabbat et en fait, ça régit ta vie. Juste, c'est ta façon de Ouais, consommer, ta façon d'agir, ton éthique de vie aussi. Et en ouais. fait, que quelque chose qui régisse ma vie, je n'ai aucune idée de comment les règles que je pratiquais depuis le début euh, étaient construites, enfin, que j'ai Hmm. aucune idée de la façon dont pouvait fonctionner une Gemara, une Mishnah, que j'avais aucune idée de comment était tirée la halakha. Ça, pour moi, c'était problématique. Il fallait aussi, dans une envie universitaire, comprendre le milieu dans lequel j'étais pour pouvoir plus m'y investir. Et c'était aussi une façon pour moi de montrer que j'aimais ça. Enfin, euh, ça, c'est pour la partie plus, on va dire, loi à l'Afrique. Et Hmm. pour la partie plus rituelle, euh, c'est des choses dans lesquelles je voulais m'investir. Et c'était difficile en tant que femme de trouver ma place. Donc, Ok. je voulais savoir comment faire ou s'il y avait des moyens, des chemins, des espaces dans lesquels je pouvais mieux pratiquer. Aussi parce que je commençais à grandir, que j'avais envie de fonder une famille, que j'avais envie de transmettre. Et que pour transmettre, il faut bien comprendre, il faut bien Hmm. pouvoir expliquer et il faut être sûr de soi. Et donc, c'est plein de, plein de choses qui ont fait que j'ai vraiment eu envie de m'investir dans ma religion. En fait, réinvestir ma religion. Je comprends. Non, mais je comprends, mais je comprends vraiment, je me reconnais dans chacun de ces choses-là, mais si tu veux, euh, c'est vrai que pour beaucoup, moi j'ai eu la chance qu'on m'a poussé à poser des questions tout de suite et on m'a poussé à étudier très tôt et Ouais. alors, je suis pas le seul, mais non, mais c'est vrai, Et mais ça continue à être un problème, c'est-à-dire je comprends pas l'immense majorité du Talmud et des halachot, je comprends pas ah, une mais montagne de moi non choses. plus. Mais pouvoir Ouais, avoir, enfin, en fait, avoir la possibilité de faire cette démarche et de commencer ouais. quelque chose, je me dis au moins je suis dans l'action par rapport à ma propre religion et par rapport à mes propres rites. Alors je vais pas avoir la réponse tout de suite, je vais jamais, je pense, enfin, comprendre l'entièreté du chasse. Enfin non, je vais jamais comprendre l'entièreté du chasse. Est-ce qu'un jour je vais finir d'étudier le chasse? Je ne sais pas. Mais Bezrat Hashem. euh, en tout cas, commencer, être dans l'action, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Quand j'ai Mhm. des questions qui se posent, ne pas être dans la passivité par rapport à ça. Et je pense que la différence aussi entre nous, c'est que j'ai vécu dans une famille qui était traditionnaliste, qui était séfarade, et Mhm. et pour qui l'étude était pas très importante. On va dire que l'étude, et c'était pas une famille strasbourgeoise, donc en fait, moi, j'ai jamais vu mon père avec une Gemara. Moi, ce qui était très Mhm. important pour moi, c'était la liturgie, et ce qui a fait aussi que je me suis sentie un peu exclue du rituel, parce que la liturgie, c'est quelque chose qui était vraiment dédié aux hommes.
Ok, ouais, ok, De d'accord. l'autre côté, c'était le côté traditionnel, le côté, ben voilà, enfin, on fait le rituel, on fait le kidouche, on s'assoit à table, on fait le seder, etc. Et de la même manière, ça aussi, c'était mené ben, par mon papa. Et Hmm. c'était pas centré dans l'étude, c'était centré sur le faire, sur le traditionnel, sur qu'est-ce qu'il a fait ton grand-père, comment est-ce qu'il disait cette prière-là. Et donc, pour pouvoir en fait rentrer dans le vif et se poser les questions, il a fallu que moi je fasse ce travail-là, de me dire ben en fait, je peux passer de la passivité de ma vision juive actuelle à quelque chose de plus actif. Ok, je comprends. Alors, juste pour... j'ai quelque chose qui me vient en tête, c'est que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que, au vrai niveau du rituel à l'intérieur de la maison, je trouve qu'il y a beaucoup... Quand tu es à l'intérieur de la maison, je parle pas de la synagogue, mais à l'intérieur de la maison, c'est assez bien divisé entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, moi, je me souviens, mais, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est toujours l'homme qui fait qui douche, mais pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui allument une bougie de Shabbat? Il y a plein de... c'est-à-dire, il y a un certain... Pourquoi c'est toujours les femmes qui font la frachat tralab? Ces questions-là, elles sont partout, tu vois. Et moi, j'ai jamais eu l'impression, en tout cas à l'intérieur de la maison, qu'il y avait une exclusion des femmes à l'intérieur du rituel. C'est vrai que c'est séparé, que c'est pas les mêmes choses. La synagogue, c'est encore différent. La synagogue, il y a l'histoire du minyan, etc. Donc ça, c'est vraiment différent. Et c'est vrai que en France, mais pour, je pense, pas mal de raisons, l'accès aux synagogues est difficile pour les femmes, pas qu'en France. Mais bon, je pense que c'est un sujet en tant que tel et je veux pas y venir tout de suite. Peut-être après on en discute, mais juste je voulais te demander qu'est-ce qui se passe donc à Colel maintenant? Est-ce que c'est différent d'un Colel classique? Qu'est-ce que vous y faites? C'est un Colel pour femmes, j'ai bien compris. C'est-à-dire, C'est si un moi je viens, collègue. on dit non? Quelque Alors, part. si tu viens, on dit oui, avec grand plaisir, Ok. et tu apporteras beaucoup au cours. Aujourd'hui, Colel, c'est un Colel intensif. Ouais. Ça veut dire on prend 2 mois et demi où on se dit on va reprendre les bases. On commence par un dimanche de méthode qui va aider en fait à étudier. On va présenter la méthode d'étude du Chumash, on va présenter la méthode d'étude de la Halacha, celle qu'on pratique, et on va présenter la méthode d'étude du Talmud. Donc on va Mhm. commencer par dire voici un Talmud, voici comment une page de Talmud se divise, et voici les commentateurs les plus importants qui sont généralement étudiés. Donc on commence par la base de la base. Et l'idée, c'est qu'au bout de 2 mois et demi, euh, on a deux façons d'adhérer à ce programme. Soit on adhère à ce programme en auditeur libre, et donc ça veut dire qu'au bout de 2 mois et demi, tu as eu l'occasion d'aborder ces différentes typologies de textes et d'avoir Mhm. des cours de pensée juive qui vont t'ouvrir plus à de la philosophie, plus à des éléments, à des grands commentateurs qui vont prendre certains partis et qui vont être intéressants pour juste t'ouvrir un peu les chakras sur le judaïsme et te donner envie d'étudier plus. Donc Ouais. ça, c'est si tu es auditeur libre. Et la deuxième façon d'adhérer, c'est si tu es boursière. Et si tu es boursière, donc on a une dizaine de boursières, ça c'est réservé aux femmes. C'est la seule chose qui est, on va dire, réservée aux femmes, c'est qu'il Mhm. n'y a pas d'autre endroit où les femmes sont payées pour étudier. Et là, l'idée, c'était de payer des femmes pour étudier la Torah. Et donc on commence, et l'idée, c'est que ces femmes-là, elles soient assez autonomes à la fin des 2 mois et demi pour pouvoir produire un article de recherche, pour pouvoir se dire, bah, j'ai une question. Typiquement, là, on est à la fin de la deuxième session et les boursières sont en train de travailler sur leurs articles. Donc, il y en a une qui va travailler sur la Edoute. Et Mhm. donc, l'idée, c'est que Ah, pendant c'est les deux intéressant. mois et demi, on a étudié ensemble, ben, on l'a préparé en termes de méthode à pouvoir se dire, OK, j'ai envie de travailler sur pourquoi est-ce que les femmes sont exclues de la Edoute. Ah, c'est ça. Par quoi je commence? Par quel commentateur? Comment est-ce que je fais? Sur quel site je vais? Est-ce que j'ai des professeurs à qui poser la question? Est-ce que j'ai des femmes en Chavruta avec qui je peux échanger quand je vais étudier un texte de Talmud? Et voilà, donc c'est ça. Donc enfin, on va dire le premier pilier, c'est vraiment un cycle d'études intensives. Après, on a des cycles d'études un peu plus thématiques sur toute l'année pour pas perdre le contact. Mhm. Deuxième pilier, c'est on a un groupe de professeurs et qui va permettre en fait de répondre aux questions, et ils sont spécialistes, et on va pour ces filles qui connaissent pas, ou en tout cas qui n'ont pas accès, elles vont pouvoir avoir accès à un réseau de personnes qui peut répondre à leurs questions. Et le troisième pilier, ça va vraiment être la communauté. Elles vont avoir accès à un réseau de personnes qui ont envie d'étudier et qu'elles peuvent contacter en disant coucou, tu veux faire une chavruta sur n'importe quoi. Ouais.
quel impact tu vois que ça a sur les gens qui viennent étudier, sur les femmes qui viennent étudier chez toi, enfin, dans Colel? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce qu'elles veulent? Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'elles sont insatisfaites? C'est ça, c'est une question qui m'intéresse. Pourquoi elles sont insatisfaites de leur situation? Je sais pas ce que c'est leur Généralement, situation en général, mais ouais, généralement, c'est des femmes qui ont essayé plusieurs cours. Soit les cours n'étaient pas assez poussés en termes de texte, ça veut dire c'était des cours mmh, un peu de moussard où on leur développait une grande idée et elles n'avaient pas accès au mmh, texte directement. Soit c'était des cours mixtes où elles avaient au texte, mais les cours étaient tellement déjà en fait au niveau où c'était des cours qui étaient vraiment avec beaucoup beaucoup d'hommes que ben elles osaient pas poser leurs questions, elles osaient pas reposer des éléments de méthode. Euh, il y a aussi le syndrome de l'imposteur, où en fait le fait d'être entre femmes permet... alors, enfin, il y a des hommes, hein. Il y a vraiment il y a 10% d'hommes à Colel, et ils sont hyper assidus généralement. C'est des hommes qui mmh, reviennent tout le temps. Et c'est des hommes qui cherchent la même chose, qui ont les mêmes problèmes. Ils ont le syndrome de l'imposteur oui, quand ils demandent des cours, soit parce qu'en fait, ils n'ont pas eu les études, la famille, ils n'ont pas été en yeshiva, soit parce que ils sont convertis et donc ils se sentent c'est vrai? Ouais. ils se sentent exclus ou ils n'arrivent pas à rester dans ces cours-là. C'est un cours en fait où tu sais que tu vas avoir une exigence intellectuelle, qu'on va pas te Mmh. prendre pour un débile. C'est un cours, enfin c'est des cours où on espère que on peut poser toutes les questions et qu'on peut revenir à la base tout en étant exigeant intellectuellement. Ouais, c'est intéressant parce que pourquoi je te pose ces questions? Parce que j'essaye de comprendre c'est quoi, quel est quel est l'échec dans le marché de l'étude de la Torah en France qui fait que Colel ça marche? C'est Bah quelle voilà, était la demande? C'est ça, c'est une question une question d'économiste. Quel marché? Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, ça veut dire que ce qui manque, quelque part, c'est des cours d'introduction de base à haut niveau, tu vois? Mais qui commencent par le début, tu vois? Pour des gens, qui ont plus 13 ans, en fait, et qui ont passé l'âge, si tu veux, d'apprendre ça à l'école ou ou d'apprendre ça, qui veulent pas du moussard. oui, Parce non, que justement, ce que je voulais dire par haut niveau, ce que je voulais dire par haut niveau, tu vois, ouais, d'introduction, vraiment, on t'explique depuis le début, ouais, depuis le début, Midrash Halacha, Mishnah, Gemara, tout ça, etc., Rishonim, Acharonim, compagnie. Hein. Le enfin, vrai, ça tu sais, le template de l'étude l'historicité. yeshivique. Quoi. Ouais, en fait, on commence Kollel toujours par un dimanche de méthode où on fait un gros cours d'historicité des textes, un gros cours, comme je t'ai dit, de méthode, en fait, qui est-ce que tu étudies quand et c'est quoi le moyen, enfin, quand tu ouvres un Talmud, qu'est-ce que tu fais de prime abord, qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu lis d'abord. Euh, on fait un cours, ça peut être un peu basique pour n'importe qui a déjà étudié la Gemara, mais en fait, on fait un cours des éditions qu'on peut acheter de Gemara et où les acheter. Hmm, Et pareil pour le Chumash, qui sont intéressantes pour quelqu'un qui aborde l'étude en premier. hmm. Après, Ah, l'étude du Talmud, c'est pas quelque chose aussi qui a un énorme marché en France. C'est très nouveau. Et donc, c'est pouvoir vrai? proposer ça aux Oui, aider. femmes, Mhm. c'est très nouveau aussi. Oui, Donc, ça, c'est et sûr. Ça, c'est sûr. Non, non, c'est juste parce que la méthodologie aussi, c'est pas quelque chose qui est forcément uniforme. Je trouve que j'ai toujours été difficile de faire des cours des cours de méthodologie. Moi, j'en ai eu à la yeshiva. Quand j'étais à la yeshiva au tout début, j'en ai eu des cours de méthodologie. C'est-à-dire, on avait un rabbin qui refusait d'étudier avec qui que ce soit, qui n'avait pas passé ses 2 mois il faisait 2 mois entiers. On ne faisait pas une ligne et c'était juste de la méthodologie. Il nous faisait toutes les ok. générations, des Amoraïm et tout. C'était très poussé. À la fin, tu sortais avec un fascicule avec des trucs. Il était très, comment dire, il était très sérieux là-dessus. Mais c'était très rare. Ce genre de truc, c'est très rare. Ça veut dire. Et pas tout le monde est d'accord sur les questions de méthodologie. Ça veut dire. T'en as qui vont te dire. Que l'Agmara, ça s'étudie d'une telle façon. Il y en a qui te disent qu'il ne faut pas regarder les générations. Ça veut dire que même si tu as un rabbin dans l'Agmara qui parle, obviously, avec un mec qui a vécu 300 ans avant lui, c'est pas important. Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est possible. Franchement, je ne sais pas dire quelles sont les bonnes méthodes et j'imagine qu'il y a des Mais choses différentes, etc. Mais les gens ne sont c'est pas tous encore, d'accord pour la méthode. c'est encore plus basique que ça, en fait. Nous, c'est Oui. d'expliquer c'est quoi un Tosfot et où est le Rashi dans la page. C'est encore plus basique que Ouais. ça.
que on a toujours une Mishnah avant une Gemara, que en fait c'est à partir de la Gemara que on va poser des bases halachiques, que ça n'avait pas été écrit au même moment, que la halakha c'est quelque chose qui a évolué. Qui a fait évoluer la Gemara. Enfin, c'est vraiment du basique de basique, quoi. Des choses auxquelles en fait on n'a jamais eu accès Mais, en école ouais. en école juive. Mais, Où tu, mais, tu, finalement, mais tu, tu penses que c'est basique, mais moi, on m'a jamais. C'est-à-dire, j'ai fait. Je sais pas, j'ai commencé la Gemara à 12 ans, 13 ans peut-être. Et j'ai fait beaucoup d'heures de Gemara par semaine jusqu'à que je sois à la yeshiva. Et après, j'en ai fait encore plus. Mais c'est jamais quelque chose, quand tu commences, c'est jamais quelque chose qu'on t'explique. C'est-à-dire, le cours de Gemara, il commence par le prof qui lit la Mishnah. Et c'est bah parti, tu voilà. vois. Et t'apprends sur le tas. Tu vois. Tu roules avec le, avec le flop, tu dis, OK, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et C'est, ce qui rend aussi le fait, ce qui rend normal le fait qu'on ait pas seulement des femmes en fait à Colel. On a plein d'hommes ouais. qui viennent Non, mais étudier. ouais. C'est, non, c'est intéressant. Ouais. Et l'autre truc, Ouais. c'est les Ouais. sujets. C'est Ouais, les les sujets, sujets. voilà, justement. Je cherchais C'est-à-dire, dans ma tête le ouais, ces sujets, voilà. et Est-ce qu'il y a des sujets particuliers que vous abordez ou est-ce que, vous faites c'est comme, tu sais, il y a le cycle des chivotes là qui font les traités aux uns après les autres et c'est ouais, pas très enfin, du le sujet, c'est pas judaïsme. très important que Bah, pour nous, il y a deux choses importantes. C'était pouvoir étudier des sujets qui avaient trait aux femmes et qui Mmh, sont peu abordés de façon exigeante entre femmes, enfin pour les femmes. Et de l'autre côté, c'était d'étudier la méthode et, comme je t'ai dit, de nous autonomiser sur les textes. Donc en fait, mmh. c'est 50-50. Quand on construit, nous, le programme du collège intensif, on met 50% de nos programmes qui sont sur des sujets, on va dire, féminins, ou en tout cas qui ont trait au féminin, et 50% de sujets qui ont pas du tout, qui sont très, très larges et qui sont pas du tout liés à la femme, au féminin, au Tu peux donner féminisme. quelques exemples? C'est quoi un sujet lié au féminin pour toi? Ça ressemble à quoi? Ça va être le mariage, les kiddushin, ça va être Nida, ça va être Mmh, typiquement si on veut étudier la Edout. On a fait un cycle sur la synagogue. mmh, Euh, donc, d'où viennent les lois pour le rituel de la synagogue, d'où viennent les lois du minyan, d'où vient le nombre de 10, pourquoi est-ce que les femmes elles ont le droit de monter à la Torah ou pas, d'où ça vient, mmh. qui a dit quoi en fait sur les femmes qui montent à Sur le la sujet. Torah. Euh, donc ça pour moi c'est des sujets féminins. En fait c'est des sujets, euh, est-ce que les femmes, enfin le kiddush, la mechitza, c'est des sujets en fait auxquels les femmes vont être confrontées dans leur vie. Et peut-être qu'un jour elles vont se poser la question pourquoi en fait, pourquoi il y a une mechitza, pourquoi est-ce que quand je vais à la synagogue je fais pas partie du minyan et où j'ai pas le droit de monter à la Torah. Donc c'est Mmh, des et pourquoi il y a et bon et Nida la tignout. Pourquoi est-ce que on me parle de la tignout comme quelque chose qui est typiquement féminin depuis que je suis née? C'est vraiment quelque chose qui est mmh. super prégnant dès qu'on dit à une femme renforce-toi dans la religion, on lui dit renforce-toi dans la tignoute. C'est généralement très corrélé. Donc c'est des C'est vrai. sujets auxquels soit elle va être amenée dans sa vie quand elle va avoir envie d'être plus dans la religion, soit auxquels elle va se confronter parce que les cycles de la vie ou alors les cycles de sa vie juive. Donc voilà Mmh. pour ça des sujets féminins Ouais. et des sujets pas féminins. Je sais pas, on a fait un cours sur le Ramchal, on a fait un cours sur Ça, c'est compliqué ça. on a fait un cours d'introduction au Ramchal. Euh, Même ça, c'est compliqué. oui, c'était compliqué, Ouais, j'ai lu euh, deux trois livres, j'ai pas compris, hein, mais bon, c'est pas grave. mais c'était par un très bon professeur. On a fait un cours d'histoire des courants du judaïsme, et après on fait des cours sur je sais pas, on a fait un cours sur les dommages dans le Talmud, les dommages privés. Ouais. Enfin, les Ah, c'est premiers cours quoi qu'on étudie pour apprendre un peu la méthodo.
En Chumash, on a fait un cours sur le leadership, sur la vision du leadership à travers différents personnages du Tanakh. Et ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est d'étudier aussi le nar parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'étudie jamais. Et c'est dommage. Et on aime bien les professeurs qui arrivent à faire le lien entre Torah et Nevim Ketuvim. Oui, non, ça c'est vrai que voilà, ça manque beaucoup en général dans l'étude plutôt, j'ai envie de dire ultra orthodoxe, mais c'est pas forcément exact parce que dans le monde sioniste, quand tu te balades ici, les gens ils connaissent le nar très bien. Voilà. En tout cas, Oui, ils connaissent le nar moi, parce qu'ils vivent, tu sais, ils vivent comment dire, le concret politique, tu sais, du nar. Le nar, c'est très politique, c'est que des histoires politiques en fait. Donc les gens ils vivent le nar ici très violemment, tu vois. Genre. Et si ce n'est que la géographie. Le fait que tu te balades au Artavor et que tu vois que tu peux lire, il y a une association comme ça en plus qui me semble, c'est Tanakh Bayat, ça s'appelle, où les gens ils font des petits oulim, tu sais, ils font des promenades là et avec le Tanakh et tout, ils disent ça c'était là, c'est incroyable. Que ça ancre géographiquement le texte, c'est trop bien. Ouais, non, ça c'est super. Bah, ça fait combien de temps que ça dure, Colal? Ça fait combien de temps que c'est Ça fait 2 ans, que tu c'est la l'as monté? deuxième année. C'est la deuxième année? Donc Ouais. on est content d'avoir pu faire déjà 2. 3, c'est Fataka. Donc si jamais c'est l'année prochaine, on arrive à poursuivre, ça veut dire qu'on a aussi les financements pour pouvoir payer les femmes. Parce qu'en fait, quand on paye les boursières, à la fin, elles produisent vraiment des articles qu'elles vont présenter devant un jury. On les forme aussi à faire des Dvar Torah. On essaye aussi, donc il y a toute une partie aussi de leur donner un peu des clés pour dire, en fait, oui, vous êtes légitime pour faire un Dvar Torah quand vous allez dans votre synagogue, de proposer une vision quand vous êtes à la table de Shabbat sur la paracha. De la même manière, vous êtes légitime à prendre la parole pour faire un commentaire quand vous faites quand vous faites les fêtes pendant un Seder de Pessah typiquement. Là, on parlait du Seder de Pessah. Et donc, c'est important pour nous qu'elle puisse produire quelque chose, qu'elle puisse produire de la matière. Et pareil, ça nous demande de l'argent. Et donc, j'espère que l'année prochaine, on pourra recommencer. Ça marche avec des dons? Marche avec des dons? Ou ça marche avec des dons. Majoritairement, on demande alors des dons individuels et des dons de fondations américaines. Jusqu'à maintenant, on a le premier, en fait, Kollel, c'était un accident parce que donc Émile et Myriam avaient des fonds qu'ils n'avaient pas pu débourser parce qu'ils avaient un projet de pop-up communauté et en fait c'était le Covid. Et donc, ils n'ont pas pu débourser tout l'argent de la nourriture, de l'accueil, de ces événements-là, physiques. Et en fait, cet argent-là nous a servi à créer Kollel. Et cette année, donc, on avait déjà des fonds dans Ayeka parce qu'on a commencé à lever un peu des fonds aussi par rapport à l'ancien Kollel. Et on a réinvesti cette année pour le nouveau Kollel. Et là, on est en train de faire un crowdfunding pour essayer aussi de lever des fonds et d'avoir assez pour... Ah oui, j'ai cru voir ça passer. Là, vous faites une levée de fonds. Ah, ok, sympa. Si les gens qui nous écoute veulent les donner, allez sur le site d'Ayeka. Donnez-nous à construire la communauté. Ouais, moi, je suis très. Il y a tellement de subventions gouvernementales partout que je suis tellement content de voir les gens donner de leur poche volontairement des choses plutôt que se faire taxer. Mais donc, c'est bien. Quand c'est que les gens qui pensent que c'est. J'aime bien voir les gens soutenir les associations qui comptent pour eux, quoi. Je trouve ça, c'est bien. Je trouve c'est beau. Et alors, tu sais quoi, viens, on parle d'Ayeka parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de questions et je pense que toutes ces questions-là vont converger vers toute l'histoire d'Ayeka. Alors, est-ce que tu peux rapidement, ou pas rapidement, expliquer qu'est-ce que c'est Ayeka et pourquoi c'est là? Alors, Ayeka, c'est une association qui a été fondée par le couple Ackerman. Donc, Émile et Myriam Ackerman. Émile et Myriam Ackerman. Ils sont tous les deux en études rabbiniques, donc tous les deux souhaitent devenir rabbins. Ça a commencé par un cercle d'études où eux donnaient des cours, et ils se rejoignaient toutes les semaines pour étudier, généralement de la Gemara. Mm-hmm. Et
Ayeka a évolué, donc il y a eu plein de projets qui sont sortis d'Ayeka. Donc maintenant, Ayeka s'est vraiment structuré en termes associatifs. Et Ayeka a pour visée donc d'avoir plein de petits projets, Colel en étant un. Et le projet principal de Ayeka, c'est de devenir une communauté. C'est Ok. de devenir une communauté. Alors, Comme toutes les communautés? une C'est communauté qu'on pourrait appeler moderne orthodoxe. Moi, j'aime les pas les labels? étiquettes parce que c'est clivant. Et en vérité, c'est juste une communauté orthodoxe qui va plus correspondre à ce qu'on recherche aujourd'hui. Euh, Ce que moi je recherchais, en tout cas, on s'est rejoint sur ce qu'on recherchait ça avec le board qui est constitué aujourd'hui et la quinzaine de familles qui nous aident à constituer la communauté. Une Hmm. communauté où il y a une grande bibliothèque, où il y a un Beth Midrash, où les femmes peuvent étudier, une communauté qui va être vivante, une communauté où, quand on fait des drashot, elles sont ouvertes sur ce qui se passe dans le monde. Elles ne sont pas fermées, soit au niveau de la communauté, soit au niveau des sujets qui vont avoir trait à la communauté. On va pouvoir parler d'actualité. Une communauté aussi qui est implantée en France et qui est un peu fière du judaïsme français, ce qu'on avait un peu perdu avec une vague très très sioniste dans nos dernières synagogues. Voilà, une synagogue où il y a des activités pour les enfants, une synagogue qui accueille les personnes, ce qui aussi est rare en France, on va dire qui est très accueillant dans le sens où, enfin, elle est rare à Paris. Je trouve qu'à Strasbourg, moi j'ai vraiment retrouvé ça de gens qui, quand tu rentres dans une synagogue et que t'es inconnu, t'invitent pour Shabbat. Mais c'était vraiment Mhm. ça qu'on avait envie de recréer. Un peu une Ouais. ambiance de la communauté. En fait, on a juste écrit tout ce qu'on voulait dans une communauté pour nos futurs enfants et nos futures familles. Et on s'est dit, bah, on va Ouais. créer ça. Ok. Ah, alors, c'est intéressant que tu rejettes l'étiquette, quelque part. Pourtant, parce qu'elle est partout sur le site. J'ai fait un tour sur le site, hein, juste pour voir un peu comment Aïka se présentait même. Et c'est partout sur le site. C'est vraiment, tu as l'impression que c'est très central quand même, cette histoire de moderne orthodoxie. Et il faudrait qu'on discute de qu'est-ce que ça veut dire moderne orthodoxie, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde est d'accord de qu'est-ce que ça veut dire. Mais mais toi, tu te reconnais pas. Pour toi, c'est vraiment la seule différence entre la communauté d'Aïka et toutes les communautés en France, c'est euh, c'est C'est que énorme, les choses que je t'ai dites. oui, ouais, c'est ça. Voilà, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est sûr que on va commencer par les choses qui sont vraiment différentes. C'est que il y a Myriam qui est une femme rabbin, qui en France n'existe pas dans le monde orthodoxe. D'accord. Et il y a que les femmes peuvent étudier, c'est une deuxième chose. Après, les choses comme l'accueil, je sais pas, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, à Paris, il y a comment dire, des contraintes matérielles qui font que ça se passe comme ça, l'absence de hérouve. Mais maintenant, il y a pas d'hérouve à Strasbourg, il est cassé. Euh, Depuis 2 semaines, ça va. Et c'est il est reconnu comme très important pour c'est la terrible. communauté, ce qui Oui, n'est oui, pas le c'est-à-dire, il est cas. reconnu comme très important. C'est-à-dire, oui, je sais qu'à Paris, ils sont. Mais je pense que ce serait aussi très, très compliqué de le faire, probablement. Et probablement que les rabbins n'ont pas forcément envie de se lancer dans cette histoire. Bon, je sais pas, je connais pas. Je connais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des roues à Paris, pourquoi est-ce que personne dans le rabbinat s'est lancé dans un truc comme ça, alors que c'est un grand facteur comment dire, dans la, dans la solidarité de la communauté, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller chez les gens Shabbat, de s'inviter, etc. C'est un énorme facteur de lien. Donc, mais je connais pas, je sais pas, j'ai demandé à personne Et pourquoi est-ce que d'inclusion personne des ne veut le faire. familles. C'est ça, donc, donc à Paris, c'est une chose, tu vois. C'est-à-dire, comme tu as dit, à Strasbourg, tu as des communautés, qui sont pas étiquetées modernité, etc., et qui sont très accueillantes et très gentilles. Donc ça, c'est une chose. Ce qui me perturbe, moi, c'est que quand tu dis moderne orthodoxe, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, et surtout quand tu dis, voilà, je vais être plus précis, quand tu dis orthodoxe, je sais pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire orthodoxe pour toi? Qui respectent la halakha. Voilà. Voilà. Alors, ok. Je t'ai dit au début qu'on n'allait pas être d'accord, et là, on n'est pas d'accord, je pense. Ok. Parce que, non, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me dire ce que tu en penses et pourquoi c'est. Parce que orthodoxe, pour moi, euh, ça veut pas seulement dire qu'il respecte la halakha. Et c'est même, si tu veux, le respect de la halakha dans l'histoire, c'est assez secondaire. Parce que je considère comme orthodoxe aussi, si tu veux, le gars qui respecte pas tout, mais pour qui le rabbin, c'est, si tu veux, la représentation du judaïsme authentique. Et qui dit, j'accepte de pas tout faire,
Moi, je fais pas tout parce que j'ai pas envie, ou pour toutes les raisons qui sont personnelles. Mais le judaïsme, c'est ça, tu vois. Oui. C'est un certain, c'est un certain cercle à la fois de loi, mais aussi de pensée. C'est-à-dire qu'il y a aussi une métaphysique et même une politique, tu vois, quelque part du judaïsme. Peut-être le politique un peu brûlant ici, mais je pense que c'est vrai. Et quelque part, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer quand on dit orthodoxe maintenant, et exact, quand on dit moderne orthodoxe, c'est une espèce de superposition entre on fait la halakha, respecte, avec tout le respect possible de la halakha, avec Shulchan Aruch, etc., tout ça, mais on sépare la couche de valeurs, si tu veux, traditionnelles, pour en remplacer avec quelque chose qui est mixé avec, si tu veux, et comment c'était, avec les valeurs occidentales, je crois que c'était ça qui avait marqué, peut-être pas les valeurs occidentales, c'est plus ce qui avait marqué sur le site, les valeurs modernes, slicha, les valeurs modernes, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, pour moi, les valeurs aussi, il y a quelque chose, il y a aussi des valeurs orthodoxes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je sais Moi, pas. Ouais. je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit une. Déjà, c'est sûr que c'est pas remplacer l'un pour l'autre. Il est évident Mhm. qu'il existe des valeurs orthodoxes qui sont liées à la loi. Et quand tu me dis, moi je pense que ce qui est orthodoxe, c'est pas seulement ce qui est en rapport avec la halakha, c'est aussi quelqu'un qui reconnaît les choses, enfin, qui reconnaît comme vraies les choses qui sont en rapport avec la halakha. Moi je suis d'accord avec ça. Quelqu'un qui veut s'affilier orthodoxe, c'est quelqu'un qui dit la façon de vivre en respect de la halakha, c'est la bonne façon de vivre, que je la vive de cette manière ou non. Mhm. Et là, on est d'accord sur déjà la vision de Oui, l'orthodoxie, ok. enfin, je Non, non, ouais, crois. d'accord. Je suis pas Et, sûr. Faut qu'on travaille pour clarifier ça parce que et au niveau des valeurs, je vais te dire où la contradiction se fait dans ma tête. Tu vois, c'est alors que donne-moi des exemples plutôt. C'est par exemple quand on ouais, dit qu'on va s'intéresser, pour moi, c'est s'intéresser aux problématiques contemporaines. J'ai l'impression que dans nos, ça me va. dans nos communautés aujourd'hui, on a perdu en fait le sens de l'implication dans le monde réel. Oui, Aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on me parle plus d'écologie et d'une vision juive de l'écologie dans ma synagogue. Parce que j'ai besoin, parce que pour moi, le judaïsme est un guide moral, un guide éthique et un guide de loi. Et je trouve qu'on n'a pas assez travaillé sur une façon juive de penser l'écologie, sur une façon juive de penser peut-être l'interreligieux, de penser la création euh, des nouveaux groupes, enfin je sais pas, de groupes politiques. On n'a pas pensé aussi les communautés LGBT. mhm. On n'arrive pas à le faire, et je pense qu'il y a tout un travail à faire pour dire, ok, on va se hisser sur ces problématiques contemporaines, et on va essayer, en tout cas, d'apporter des réponses juives, d'apporter des éclairages juifs sur ces problématiques. Et en fait, Ouais. on le fait pas, et pour moi, c'est ça la moderne orthodoxie. Enfin, si Alors, jamais on doit définir ce label, c'est exactement ça, et il n'y a pas plus. Il n'y a pas d'interversion des valeurs, etc. C'est travailler avec ces valeurs juives sur ces problèmes qui vont traverser ta vie au quotidien, pour pas qu'il y ait de dichotomie en fait entre ton monde juif et ton monde séculaire. ouais, je veux dire, ton nom moderne, quoi. Alors, d'abord, je suis d'accord sur le diagnostic. Je suis très d'accord sur le diagnostic que, en tout cas, c'est vrai en France. Je pense qu'en Israël, c'est différent, mais c'est très vrai en France que aujourd'hui, on n'a pas, il n'y a pas un judaïsme qui est vivant avec les enjeux modernes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Personne ne parle de rien. Je suis hyper d'accord avec ça. Et moi, en Israël, je trouve que c'est très différent parce que ici, il y a beaucoup d'enjeux, etc. Et le fait qu'il y ait un État et qu'on soit tous juifs, ça nous oblige de se poser plein de questions et ça les oblige à très bien. Et pour moi, c'est très positif. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on doit prendre, que la Torah, ça doit être quelque chose qui veut dire, qui participe de notre vie pleinement et de toutes les choses qui se passent dans le monde. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le, là, peut-être, je vais essayer de le dire autrement. Là où je deviens, si tu veux, un petit peu méfiant, c'est quand on me dit, je me souviens plus c'était quoi la formulation, c'était qu'il faut porter un regard bienveillant sur la modernité. Je ne suis pas d'accord qu'il faut porter un regard bienveillant sur la modernité. Faut porter un regard critique sur la modernité. C'est-à-dire, c'est-à-dire, et le problème, je pense que quand on vit dans une société qui est moderne, si tu veux, dans une société, et en particulier en France, tu vois, où
et quelque part, et je dis ça pour moi, je sais pas ce que c'en est pour toi, mais je dis ça pour moi, où la politique n'est pas la nôtre. Euh, et quelque part, il y a toujours, même si c'est très, très ténu, il y a toujours une différence entre les juifs et les français. Euh, et sinon, on serait pas juif, on serait français. Mais Je pense qu'on a les deux. Ça peut être une des premières différences entre nous deux. Je ouais. pense qu'on est, Mais on je est comprends, plus... mais je comprends. Moi, je suis un peu radical là-dessus, je Mais l'admets. en même J'admets. temps, ça Je dépend nie des pas fois. je nie pas ma culture française du tout, et ni mon appartenance à une certaine école française, si tu veux. Mais par contre, mon appartenance identitaire à la France, ça, je sais plus quoi en faire. Pour moi, c'est de la culture, c'est de la langue, c'est profond. Tout ça, c'est pas négligeable du tout. Mais, mais au bout d'un moment, mon identité juive, elle a pris le dessus complètement. Mais bon, après, je dis ça pour moi personnellement. Euh, je me suis perdu. Mais voilà, c'est-à-dire on est en train. Pourquoi c'est difficile quand la politique n'est pas la nôtre? Parce que on veut faire partie de cette société. Et je pense pas que si tu veux, les valeurs de la société française telle qu'elle est maintenant, par exemple, elles sont pas complètement, elles s'overlappent, elles se concordent pas forcément avec. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple sur tu as évoqué les communautés LGBT. Quelle est la conclusion à laquelle on va arriver? Est-ce que si jamais, en étudiant, tu arrives à la conclusion qu'on ne peut pas accepter des gens qui sont lesbiens, gays, etc., de façon explicite dans la communauté, tu ne peux pas les accepter? Qu'est-ce que tu fais avec cette conclusion? Qu'est-ce que ça veut dire pas accepter? Pour moi, Ça veut dire que si tu viens avec un drapeau gay à la choule, on ne te laisse pas rentrer, par exemple. Ou on ne te fait pas monter à la Torah, par exemple. Je dis pas que c'est mes conclusions, mais je dis qu'est-ce que tu ferais toi avec ces conclusions? Et qu'est-ce que tu vois, c'est-à-dire, c'est sympa de dire moderne orthodoxe, mais il y a un moment où des fois l'orthodoxe et le moderne sont pas forcément en accord. Et c'est ça, je pense, c'est ça le point de difficulté. déjà, je vais revenir sur ta phrase. Je pense qu'on peut être critique et bienveillant. Je pense qu'on peut dire le monde, les questions contemporaines que nous pose le monde ne sont pas des questions qui sont à balayer d'un revers de la main. C'est des questions intéressantes et je vais m'y pencher. Donc un regard bienveillant en disant bah c'est pas complètement débile. Tous les militantismes ne sont pas soit antithétiques, soit en rupture avec ma religion. Et on peut dire, Mhm. bah oui, enfin, je vais prendre cette question et je vais essayer de l'analyser au prisme de mon judaïsme. Donc, avec un regard bienveillant, donc c'est pas complètement débile, et un regard critique en disant, je vais l'analyser au prisme de mon judaïsme. Maintenant, qu'est-ce qui se Ok. passe quand il y a une rupture entre ton judaïsme et, on va dire, ces problématiques-là? Pour moi, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une rupture entre ton judaïsme et ton éthique fondamentale? C'est pour moi aujourd'hui le problème de la communauté LGBT, c'est que on pense qu'il n'y a pas de LGBT et de communauté LGBT dans le judaïsme. C'est faux. Il y a double taux de suicide dans la communauté juive par rapport à la communauté LGBT en général, dans la communauté LGBT juive par rapport à la communauté LGBT en général. Il y a un vrai problème de sauvetage de l'âme, de préservation de l'humain. Et là, il y a un problème éthique fondamental qui, pour moi, est totalement juif, qui ne peut pas être répondu par juste, bah en fait, on t'exclut ou on ne te fait pas monter à la Torah. C'est plus subtil que ça. La question, elle est pas uniquement une question de loi, elle est une question vraiment de rapport à l'autre, d'inclusion, et là, pour le coup, de vie ou de mort. Et donc, en fait, enfin, je vais pas répondre à une question aussi grande en deux Non, minutes, c'est pas ce que je te demande, parce, mais parce qu'en fait, et aussi la halakha, pour moi, c'est une question de précision. Donc en fait, c'est oui. quoi exactement? Donc c'est pas si jamais je te dis que on peut exclure, enfin, on doit exclure les LGBT de la synagogue, moi je vais te demander, ok, dans quel contexte, s'il fait quoi exactement, euh, si jamais il peut pas monter à la Torah, c'est quoi la raison, sur quel texte on se base, est-ce qu'il y a moyen, sachant que il y a potentiellement une question de vie ou de mort, qu'il y a potentiellement une question d'inclusion qui est très importante, une question de ramener les gens à la religion, les garder proches de la religion. Enfin, aussi ne pas empêcher un juif de faire une mitzvah. Enfin, il y a plein de questions juives qui vont avec la question de est-ce que tu fais monter ou pas quelqu'un qui est gay à la Torah. Et pour moi, c'est une question de précision.
Oui, non, mais alors, je te rejoins tout à fait sur la question de la précision. Il y a il y a la Lara et la loi juive, c'est d'une une immense précision même. Ça, je te rejoins. Mais ce que je dis aussi que même sans que tu te poses la question pratique, tu vois, dire, si tu veux, la question comme tu l'as posée, c'est intéressant parce que tu l'as dit, en fait, il y a un problème de suicide. On a un problème il y a un problème comment dire, le fait que tu peux attribuer très probablement à l'exclusion ou alors voilà, au malaise que d'être LGBT produit dans la communauté juive qui Et de pas essentiellement poser la rejette question. parce que, qu'est-ce qu'il y a? Parce Et de que pas poser la question. Et aussi parce que en fait, on n'a pas étudié la question. On n'a pas. c'est ouais. Tu crois qu'on n'a pas étudié la question? Je Je pense sais pas si on n'a pas étudié la que question. Je pense qu'il y a des gens qui se posent la question. C'est-à-dire, c'est sûr, mais c'est sûr que si tu veux, c'est nouveau dans le sens historiquement. Tu vois, historiquement, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, la question met du temps à se poser. Ça, c'est sûr. Mais ça veut dire, et la tu poses une plupart des question, si tu questions veux, nouvelles. pratique de qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là dans la communauté ou je sais pas, etc. Quel doit être le discours? Et personnellement, je sais pas quel doit être le discours. J'ai peut-être un avis, mais je n'ai pas de réponse. Quel doit être le discours? Mais pour moi, c'est clair. Tu vois que la communauté juive et le judaïsme en général ne peut pas s'aligner avec ce que la société moderne propose dans la communauté LGBT. Tu vois. Et je dirais la même chose d'ailleurs, je dirais la même chose sur le féminisme, mais bon, c'est un autre sujet. Mais Mais il a après, jamais s'aligner, été qu'est-ce que ça veut question. dire? Ouais, Hein? voilà. Enfin, pour moi, il a jamais été question. On ne postule pas la réponse avant d'avoir examiné la question. Ouais. Il y a une vraie Alors, démarche oui. de recherche. Moi, je vais pas chercher mes réponses en partant du principe que j'ai envie qu'on me réponde oui. Je vais chercher mes réponses en disant, ok, vraiment, on a une démarche honnête intellectuellement. On regarde tous les arguments de l'un ou de l'autre. Et ma question, c'est est-ce qu'on a quelque chose, des textes sur lesquels se reposer pour avoir la réponse qui correspond le plus à notre éthique? C'est Ouais. en fait, j'ai pas de différence entre me poser la question de comment est-ce que j'intègre la communauté LGBT dans la synagogue et et quand je me pose la question de je peux pas porter Shabbat, mais en même temps j'ai une petite vieille qui doit traverser la rue et elle a besoin de mon soutien. Est-ce que je peux prendre le bras de la petite vieille sachant que quelque part je vais porter pendant Shabbat et est-ce que je peux l'aider à traverser la rue? C'est une question intéressante, mais je pense que Dafka, hein, il me semble, parce que j'ai un cas qui me vient en tête, c'est que par exemple, si tu un, c'est vraiment une parenthèse sur cette question parce que ça me fait marrer, mais je crois qu'en pratique, si par exemple tu as un enfant, je sais pas, qui marche déjà, qui est, je sais pas, 1 an et demi, qui marche déjà, mais tu peux dehors, sans hérouve, lui donner la main tant que c'est lui qui marche. Ça, même si tu le supportes. Donc, Ouais. toi, la vieille dame, par exemple, je pense que ce serait logique de dire que si, bon, je sais pas, me Mais corrigeront les alors, talmudistes dans l'audience, je pense mais que oui. Je pense qu'il y a un principe éthique qui fait que si quelqu'un a besoin de ton aide pendant un moment qui te fait transgresser Shabbat et que c'est non, enfin, alors ça, là, une je suis pas d'accord. C'est pas un question, principe éthique, c'est un principe halachique. Le principe halachique, les c'est-à-dire, deux. Bah, le principe, en fait, la race, elle est pas complètement indifférente à l'éthique. Sinon, il n'y a plus de base. Enfin, ça dépend, sinon, il y c'est avait plus quoi foi en l'éthique? la halakha. Si Dans la quel halakha sens? n'est pas Tu basée vois? sur un principe éthique. Non, mais d'accord, mais la question, c'est est-ce que c'est le tien de principe éthique? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, la halakha, elle a peut-être une structure éthique et morale qui est différente de celle que toi, au moins, on ressent. Et je dis pas que C'est moi, je peut-être ressens pas pas des le contradictions mien. sur certaines choses, tu vois? C'est peut-être Donc, pas le quelque mien. part, même si par exemple, je sais pas, dans le cas, disons que la halakha, dans le cas de la vieille, c'était qu'il faut pas l'aider, ben, tu peux pas l'aider. C'est-à-dire, et le fait que toi, tu te ressentes en contradiction avec ça, c'est une question pour toi. Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est une question pour moi aussi. Je dis pas qu'il y a pas des trucs, des choses que moi je ne comprends pas du tout. Tu vois? Que je dis je comprends pas comment c'est possible. Mais au fond là, je trouve que Et c'est là où la on a un la rapport personnel à la religion. C'est là où on se dit, ok, moi je vais avoir ma réponse. Si la réponse, elle contrevient complètement à un de mes principes éthiques à moi, je peux mmh décider, avec une vision orthodoxe, comme on disait tout à l'heure, c'est la loi. Et pour moi, ça me convient pas, j'arrive pas à le faire ou à le comprendre ou à l'éprouver. Et donc, je vais pas le faire, tout en mh. considérant que c'est la loi et que c'est, enfin, on va dire, Que la c'est le vérité, judaïsme. C'est ça le truc difficile parce que que la c'est le loi, ça judaïsme. semble réducteur. C'est le judaïsme, tu vois? Et c'est des fois des grandes questions et sur le plan personnel,
C'est le Je pense qu'on est judaïsme d'accord. orthodoxe. Je considère qu'on peut dire qu'il y a d'autres judaïsmes. Hein, moi, j'intègre le fait qu'il puisse y avoir une pluralité de voix dans le judaïsme. C'est le Ok, judaïsme que je veux, c'est le judaïsme que je décris pour moi-même et que j'écris pour moi-même. C'est pas le seul judaïsme qui existe. ok, c'est le deuxième point sur lequel on n'est pas d'accord, mais c'est quoi les autres judaïsmes exactement? C'est qui? Bah, je Ouais. pense qu'il peut y avoir un judaïsme qui se repose pas sur la halakha. Je pense que le judaïsme libéral est un judaïsme en soi. Alors, ok. Alors, pour moi, judaïsme, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, judaïsme, tout d'abord, ça veut dire l'appartenance au peuple juif. Enfin, le mot judaïsme, c'est un mot allemand. C'est Judentum. Hein, c'est un mot allemand du 18e, 19e siècle qu'ils ont inventé pour faire, comment s'appelait cette école là? Euh, la Wissenschaft im Judentum, tu sais, c'était pour faire l'étude des religions, etc. C'était ça, c'est-à-dire, ils ont inventé ce mot judaïsme pour décrire la pratique religieuse des juifs. Mais en fait, il n'y a jamais le mot judaïsme en tant que comme un isme, tu sais, comme communisme, capitalisme, ou j'en sais rien. Tu vois. Ça n'a jamais vraiment existé. Le judaïsme, au fond, c'est juste la pratique religieuse et la pensée religieuse et philosophique même et éthique des juifs. Donc avant tout, il n'y a pas de judaïsme. Il y a être juif, tu vois, et adhérer ou pas à adhérer ou pas à cette tradition, tu vois. C'est une chose. Ok. Donc Alors, pour est-ce que moi, tu avant tout, dirais- le judaïsme, c'est traditionnel dans le sens où et pour moi, le problème du judaïsme libéral, c'est qu'il est non traditionnel. C'est qu'à un moment ou un autre, ils ont dit on laisse tomber ça. Donc quelque part, ils n'ont pas quitté le peuple juif, dans le sens où le peuple juif, ça se définit par la mère ou par la conversion. Mais, mais, mais quelque part, ils ont quitté la tradition juive. Tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas. Pour moi, les Ils ont libéraux, c'est une autre pas religion. Tu quitté vois. Et je totalement. sais le plus dur que je peux, mais. Ouais. Ils n'ont pas quitté totalement la tradition juive, c'est faux. Ils pratiquent différemment. Alors, ils ont quitté la pratique orthodoxe juive. Bah, exactement, c'est ça que je veux dire. C'est que finalement, à un moment, ils ont dit le judaïsme nous a transmis quelque chose et puis on l'a découpé comme ça nous a arrangé. C'est la même chose que de tout quitter. Tu ne peux pas quitter une partie, tu vois, et pas tout quitter. Tu ne peux pas couper ta femme en deux. C'est pas possible. On peut ne pas être Tu vois ce que d'accord je veux dire? avec leur choix et reconnaître qu'ils existent. Non, qu'ils existent si tu veux, En tant que mais juif, en tant que juif, en tant que participant du peuple juif, oui. Tant que, et pas tous, hein, parce que beaucoup ne sont pas juifs pratiquement, tu vois, mais qu'entre participants de l'idée et de la transmission qu'a été le judaïsme euh, depuis le Har Sinaï, non, parce qu'ils l'ont quitté au milieu, tu vois. C'est ça que je veux dire. ils ont. Enfin, moi, j'appellerais pas ça un départ. Parce qu'il y a quand même un attachement à la tradition, parce il reste un attachement au texte, parce qu'ils ont fait des choix qui sont pas les miens sur le judaïsme. Mhm. Mais il n'y a pas un départ en fait du judaïsme. C'est pas un judaïsme qui est. Enfin, déjà, ils vont se reconnaître dans le judaïsme. Mais après, Mhm. c'est la question que j'ai évoquée pendant ma conférence acadème de dire qu'est-ce qui te définit. Ouais. Est-ce qu'on peut s'auto-définir? Est-ce que l'autre nous définit totalement ou est-ce que c'est un ensemble avec un curseur, on va dire, qui bouge? Je pense que il y a du 50-50, donc ils se définissent comme juifs. Ils Mhm. sont juifs dans le sens où beaucoup de traditions juives, beaucoup de l'histoire juive, on se reconnaît dans l'histoire juive, on se reconnaît dans la culture juive, on se reconnaît dans la pensée juive. Et tu peux pas nier cette. Quelle Enfin, différence, question dure, quelle différence avec un goy qui fait tout ça? Un goy. Non, il a aucun ancêtre juif, zéro, mais il se reconnaît dans la culture juive et je sais pas, il est même talmudiste, j'en connais. Tu vois. Quelle différence? Pourquoi est-ce que le libéral, il est juif et le goy qui se reconnaît dans tout, il est pas juif? Parce que ce que tu décris, c'est de l'autodéfinition dans le c'est une sens démarche où d'intégration. moi, je me reconnais dans une espèce de sphère philosophico, éthico, culturo, historico-juive. Tu vois. Alors pourquoi lui, il s'appelle pas juif? Est-ce que sa mère est juive? Les chitates. Tu vois, voilà, de, les, les mandéamars comme toi, tu vois, En fait, je que... peux dire qu'il se reconnaît. Enfin, en fait, si une personne se reconnaît comme juive et que, on va dire, elle fait tout ça, ou même si juste elle se reconnaît comme juive, je peux pas lui dire en fait non, t'es pas juif. Je peux dire, pour moi, dans le judaïsme que je pratique, tu es juif parce que ta mère est juive. Et ensuite, après, on peut
on peut discuter plus largement. Mais maintenant, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « je suis juif », culturellement juif, ou je suis juif parce que je pratique ceci ou cela, bah en fait, je peux dire, selon mon opinion, ben, je ne vais pas te considérer comme juif parce que ta mère n'est pas juive ou tu n'as pas fait une conversion que je trouve valide alariquement, mais je peux pas nier le fait que lui se sente juif. Et donc je suis Ah non, obligée tu de peux pas nier reconnaître. son sentiment. Tu peux pas nier son sentiment. La question n'est pas de nier son sentiment, mais moi j'ai le sentiment de faire 1m80 et je fais pas 1m80. Le sentiment est très peu pertinent pour la réalité. Quelque part, pour moi, c'est quelque chose de, il y a quelque part une réalité objective, tu vois, à laquelle quelqu'un, tu peux, comment il dit l'autre, Ben Shapiro, facts doesn't care about your feeling. Ouais. Je sais pas si tu connais, c'est Ben Shapiro, c'est un juif américain là, qui fait Ouais. des commentaires Mais politiques, par exemple qui me fait bien rire. un juif Ouais. libéral qui dit je suis juif et qui a une pratique libérale. Et en Mhm. plus, aujourd'hui, enfin, alors, ça mériterait pareil, précision, parce que, en fait, moi, ma définition, elle est halachique quand on parle de conversion et elle est filiale quand on parle de mère juive. Mais Mhm. ça demanderait une définition et d'aller un peu plus regarder comment sont faites les conversions libérales. Je suis pas sûre que les conversions libérales contreviennent à la halakha de la conversion. J'ai entendu plusieurs Le conversions problème, libérales où on oui, oui, est tu peux vraiment discuter là. Ouais. très, enfin, on est vraiment très proche. Tu peux discuter, mais le problème fondamental de la communauté libérale, c'est qu'à partir du moment, c'est-à-dire même si tu fais même si Bassoff, tu fais des conversions qui sont proches, si tu veux, du standard halachique classique, tu vois, à la fin, quand dans ta charte et dans l'idée de ton mouvement, il y a l'abandon à l'attachement, à la fidélité à la halakha, tout ce que tu fais à zéro valeur en fait, tu vois, quelque part, parce que à cause de ça, parce que la réalité objective du judaïsme traditionnel, et j'insiste sur le traditionnel quelque part, moi c'est ça qui me truc, c'est que si tu prends le judaïsme au sérieux quelque part, je pense que Dieu est descendu au Har Sinaï et a donné tout ça, l'écrit, l'oral, tout ça à Moshe et qu'on déploie cette histoire à travers l'histoire. Et il y a un souci de transmission, et ce souci de transmission, c'est un souci d'authenticité. Et quand tu dis, alors, tu peux dire qu'il y a des désaccords. Il y a des désaccords. Quelque part, il y a certains mouvements. Il y a des mouvements à l'intérieur qui vont dire on a déployé ça d'un côté et nous, on est un peu dans l'autre. Il y a des écoles différentes. Et tout ça, c'est très bien. Tu vois. Et si tu veux, si tu dis différentes voix, c'est ça, il a le chamaï, tout me va. Ça me va. Tu vois. Parce que les deux, ils prétendent à cette même fidélité. Mais pour moi, le judaïsme libéral, il a pris un tournant quand il a dit on met ça de côté. Tu vois. Et ce tournant, pour moi, il est irréversible à partir du moment où tu t'appelles libéral. Il Donc, n'a pas dit c'est on met ça ça de que. côté. Il a dit on considère comme consultatif. Et ça, c'est Par rapport à la ça définition. contrevient à tout ce que tu vois dans le Talmud, tu vois. C'est-à-dire, il y a pas une ligne dans le Talmud qui soutient cette histoire, tu vois. Ou même même dans la tradition orale, tout simplement, qu'on a reçue de nos parents, de nos ancêtres, etc. Et je dis ça, c'est pour le judaïsme libéral et moins pour les autres, parce que le judaïsme libéral, ils l'ont dit explicitement. Tu vois. C'est pas qu'ils ont dit on a une autre chita. Tu vois. Et que c'est ça, c'est pas que le judaïsme libéral dit c'est ça que Dieu a dit au Sinaï. Et le judaïsme Est-ce que libéral dit tu que considérerais Dieu n'est pas venu au Sinaï, c'est une allégorie écrite par des hommes. Donc, est-ce que tu considérerais qu'ils sont plus juifs? non, parce que la définition objective pour moi d'être juif, c'est l'appartenance au peuple juif, et ça se fait Ah, par voilà. la mère ou la conversion. Tu vois. Et donc tu ne peux que reconnaître à partir de ce moment-là qu'il y a plusieurs courants dans le judaïsme qui existent et qu'il y a des juifs qui pratiquent différemment. Je Euh, reconnais qu'il y a plein de juifs qui pratiquent plein de choses très différentes. Ça, je reconnais volontiers. Ça, c'est la réalité objective, tu vois. Mais je reconnais pas, si tu veux, que le non-judaïsme s'applique à tous ces mouvements-là. Le non-judaïsme, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qu'il y a dans le non-judaïsme, il y a la tradition sinaïque, écrite et orale, transmise de génération en génération. Donc, si tu sors de cette chaîne, tu sors de ce que moi j'appelle judaïsme. Et pour moi, ça, c'est un côté objectif. Et c'est sûr qu'à l'intérieur, il y a un certain spectre, tu vois. Ça veut dire, il y a des opinions, des trucs, des choses, tu vois, pas tout est rigide et comment dire, amovible. Mais il y a des limites. c'est Il y a sur le des principe borders, tu vois. Ouais, le principe général, j'entends. Ouais. Et j'en reviens là-dessus avec Aïka, parce que la source de ma méfiance, c'est ça.
La source de ma méfiance, c'est ça, c'est qu'à partir du moment, et tu vas me dire ce que tu en penses, et peut-être que je me fourvoie complètement sur ce que vous faites. Je le dis vraiment honnêtement, tu vois. Je le dis vraiment honnêtement, mais à partir du moment où on commence à absorber de façon euh, les valeurs modernes, tu vois, moi, j'ai toujours l'impression qu'on est en train de jouer avec ces limites-là, parce qu'il y a toujours, j'ai toujours peur, enfin, toujours peur. Je me suis toujours l'impression qu'à un moment ou un autre, les communautés, par exemple les communautés égalitaires, comme il y a ici en Israël, etc., j'ai toujours l'impression qu'elles sont sur cette limite, tu vois, où c'est pas encore vraiment à l'extérieur, vraiment pas, tu vois. Mais il manquerait pas de grand chose pour passer le, comment dire, traverser le Rubicon, comme ils disent en anglais. Je sais pas si c'est la bonne expression, j'improvise. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire il y a Pour franchir la barrière. ouais, c'est-à-dire. C'est un Et danger. quelque part, par exemple, j'ai l'exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'accord avec toi que Toi. travailler sur ces problématiques modernes, qui sont nouvelles et contemporaines, c'est un danger. C'est un danger parce qu'on va construire peut-être des limites nouvelles, puisqu'on va poser de nouvelles questions. Et potentiellement, on va réaborder des limites qui avaient déjà été mises en place, soit parce que parce qu'elles étaient traditionnelles, soit parce que Mhm. elles étaient halachiques. Mais je pense qu'il est nécessaire de le faire pour pouvoir garder le judaïsme comme un judaïsme vivant. Même si on a, enfin, et c'est pour ça qu'il faut le faire, et c'est pour ça que quand je te disais, pour moi, le maître mot de la Mhm. moderne orthodoxie et de l'orthodoxie tout court, c'est la précision. C'est que c'est ça, en fait. C'est ça qui va nous sauver. C'est que c'est dans quel contexte, avec quel texte, avec quel rabbin. Et on peut pas, enfin, il n'y a pas de nier en bloc, il n'y a pas de on franchit la limite tout d'un coup. Il y a Mhm. des questions qui vont se poser. Peut-être à des moments on va faire des erreurs, peut-être à des moments on va faire des pas en arrière, peut-être à des moments on va faire des pas qui sont trop en avant. Mais l'idée c'est de faire évoluer la chose avec la vie Mhm. et d'être précis à chaque fois qu'on la fait évoluer, de reposer à chaque fois les bonnes questions. Et de pas Ouais. se dire, bon, ben, on va accepter tout en bloc, allez, c'est parti. On prend Non, toute non, cette oui. idéologie et on dit oui à tout, aucun rapport. Oui, C'est non, mais c'est vraiment. pour ça, c'est pour ça que je dis, et que c'est pour ça que je suis pas là à condamner Ayaka ou pas du tout, tu vois. Je dis juste que moi, mes, comment dire, mes lumières s'allument, j'ai des diodes comme ça. Je veux dire, ça, tiens, c'est curieux. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça a l'air, tu vois, c'est moi avec mes problèmes et mes névroses et mes soucis. Mais par exemple, si je te donne un test case intéressant qui, je pense, est vraiment comment dire, le terrain sur un des grands terrains sur lequel ça se joue, et j'en ai déjà parlé 100 fois, et je pense peut-être les gens ils en ont marre, mais c'est vraiment l'histoire du féminisme. Et c'est Ok. vraiment intéressant parce que le féminisme, il y a plein de choses que tu as l'impression que tu peux te dire, allez, qu'est-ce qu'on s'en fout que la méritza, elle soit verticale ou horizontale. Viens, si là on veut que la méritza, elle soit au milieu, qu'elle soit au milieu, Marpat. Tu vois. On s'en Ok. fout. Franchement, moi, je vois pas, je pense pas qu'il y a un problème. Alors, c'est strictement alchimiquement parlant, quelle différence que la Miritza, elle soit au milieu, dans le sens où que ça coupe l'habillement en deux, ou que ça soit derrière ou en haut. Aucune Pour le, différence. pour Là, le coup, l'alcha, c'est que les hommes et les femmes soient séparés pendant la tefila, et c'est tout. Et c'est tout. C'est préparé comme ci, c'est préparé comme ça, et que chaque communauté fasse comme ça la muse. Euh, Chacun selon ce que les gens veulent. Tu vois. D'un autre côté, je peux pas ne pas voir que ces changements, que je peux pas ne pas voir que ces changements viennent de quelque part. Tu vois. Je ne peux pas voir que ces changements ils viennent, et pour moi le féminisme, ce qui fait le lien entre tous les féminismes pour moi, et tu vas me dire peut-être t'es pas d'accord du tout, c'est regarder si tu veux regarder les disparités entre les hommes et les femmes dans la société comme euh, l'aboutissement d'une structure oppressive mise en place par les hommes contre les femmes. Tu vois. Ça, je pense que c'est le lien entre les féminismes les plus radicales et moins radicaux que ça. Il y a une structure ou une structure, tu veux, qui est une structure d'oppression contre les femmes, tu vois, et qui avantage les gens, avantage les hommes. Tu vois. Et après, tu peux et pour moi, si tu veux, cette Je base-là. parlerais d'inégalité plus que de disparité, parce que ça ne renie pas les différences. En tout cas, pas tous les féminismes, si tu veux inclure Ouais. tous les féminismes. Alors, inégalité. Inégalité. Je peux vivre avec inégalité, pas forcément disparité. Je peux dire inégalité parce que
très bien, parce que c'est comme tu dis, il y a des féministes qui ne nient pas les différences entre les hommes et les femmes, mais tout ça, ok, très bien. Les inégalités sociales, tu vois, je sais pas, ça peut être par exemple le salaire, etc. Machin. Et dans le contexte juif, c'est la participation à la synagogue, à la tfila, c'est dans tout ça, monter à la Torah, c'est entre autres l'accès à l'étude, même si, pour l'accès à l'étude, l'accès à l'étude, j'ai une opinion un petit peu différente. J'ai une opinion un peu différente parce que l'étude, pour moi, c'est plus particulier. Et puis c'était avant, si tu veux, le, les vagues féministes, etc. On avait déjà des. Bon. Ça, c'est pas très. Je pense qu'il faut mettre ça de côté, mais c'est surtout l'accès à la tefila et un certain nombre d'autres choses, tu vois. Je peux pas ne pas voir que ça vient de quelque part et que cette base-là de considérer que ces égalités, ces inégalités, elles sont l'aboutissement d'une structure oppressive des hommes contre les femmes. Pour moi, c'est destructeur, tu vois. Pour moi, c'est un truc qui est destructeur. Et voir ces changements arriver dans le judaïsme, essayer de rentrer dans le judaïsme, moi, ça me fait peur. Je sais pas où est-ce qu'on va nous mener avec ça, tu vois. Alors, attends. Juste explique-moi plus particulièrement en quoi c'est destructeur. C'est parce que il y a ces mots d'oppression où tu as l'impression qu'il y a forcément une victime et un oppresseur. D'abord, oui. Et on peut revenir là-dessus, c'est du marxisme, au fond. Mais c'est-à-dire, entre autres, oui. Oui, parce que le regard, en fait, c'est-à-dire ce que ça pousse, où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène à dire que le judaïsme lui-même, dans sa structure halachique et dans sa structure, et je ne parle pas de la structure sociale, parce que c'est autre chose, mais là, dans sa structure halachique, fondamentalement, dans la structure traditionnelle, est embarqué une oppression contre les femmes. Ah, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les juifs dans la société oppressent les femmes parce qu'ils, j'en sais rien, parce que tout le monde les oppressait à une certaine époque, ou j'en sais rien. On est dans le judaïsme est une structure oppressive. Dieu est oppressif. Dieu est contre les femmes. C'est ça auquel on arrive quelque part. Auquel tu arrives, mais enfin, ce serait pas du tout, enfin, pas du tout ma vision des choses. On peut arriver à cette conclusion. En fait, si on prend le féminisme, encore une fois, question de précision, tu vas avoir plusieurs approches de comment est-ce que tu mêles féminisme et judaïsme. Ces différentes approches, elles mènent pas toutes aux mêmes conclusions. Elles mènent pas toutes aux mêmes conclusions sur le judaïsme. Et juste pour revenir un petit peu en arrière, le fait que ce soit un élément extérieur qui influence le judaïsme, en tout cas qui influence notre recherche et nos questionnements sur le judaïsme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout limité au féminisme. C'est-à-dire ça, de tout temps, on a été influencé par toutes les philosophies extérieures et notre judaïsme a évolué à partir de ça. Tu peux pas dire à Maïmonide, en fait, la philosophie aristotélicienne, elle est hyper dangereuse parce qu'elle te fait poser des questions sur le rationalisme du judaïsme. Non, tu vas dire, on va étudier ensemble pour peut-être potentiellement créer quelque chose qui va s'inspirer des questions posées par le rationalisme et on va en faire quelque chose de fondamentalement juif. Ok. Déjà voilà pour ça, pour dire quelque chose d'extérieur n'est pas forcément une attaque. Non, ça je suis d'accord. Ok. Ça peut être un apport incroyable pour le judaïsme. On est d'accord là-dessus. Il y a pas. Oui, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Et on profite tous de ces apports-là. C'est-à-dire, là, avoir cette conversation en français en parlant de Marx et des choses comme ça. C'est là-dessus, je suis d'accord. Et en parlant d'approche sur le féminisme, en fait, il y a plusieurs approches. Soit tu pars du principe que pour répondre à tes questions, les questions qui grattent, en fait, est-ce que la femme est inférieure à l'homme dans le judaïsme, soit tu pars du principe que tu vas avoir une vision qui va être où tu vas appliquer tes principes patriarcaux et tu vas dire oui, le Talmud, l'écriture du Talmud a été faite par des hommes, le judaïsme est patriarcal et il faut le réformer. Et là, on va avoir un problème parce qu'on va avoir une volonté d'avoir une réponse avant même d'avoir posé la question. Pour moi, cette vision-là, elle est problématique et c'est pas la façon d'approcher que moi j'aime. En tout cas, que moi j'aime dans ma... Pour moi, c'est inconciliable. Ça veut dire, si on parle de ce principe-là, alors on est directement en rupture. On est directement en rupture avec le judaïsme parce qu'on cherche
on cherche à le modifier. Ok, Donc, très bien. c'est pas ma vision. Maintenant, elle existe, c'est une vision qui existe. Il y a une autre vision qui va être une vision apologétique, qui va être, mais pas du tout, la femme est une princesse, regarde comment elle est valorisée dans le cadre de son foyer, et regarde à quel point des années à utiliser la cache-route et la tignoute ont fait d'elle une magnifique princesse d'Israël. Une vision apologétique où on dit qu'en fait tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est bien, tout ce qu'on a produit jusqu'à maintenant est bien et il n'y a absolument rien à questionner. Ça aussi, pour moi, c'est problématique. Parce qu'on refuse de voir, en fait, qu'il y a un souci. On refuse de voir que c'est pas normal, qu'il y a chez les femmes juives une appétence, une volonté, une aspiration à beaucoup plus. Quand on Je dit... vais m'indigner dans 2 secondes, mais ok, pas de problème. Vas-y, continue. Ouais, Termine. quand on me répond à Mitzvot Tassé chez Asman Grama, mais c'est parce qu'en fait les femmes elles doivent s'occuper de leur foyer, ou elles doivent s'occuper de leur mari, ou elles doivent s'occuper de leurs enfants. Pour moi, c'est une réponse apologétique qui me convient pas en tant que femme du 21e siècle. C'est pas quelque chose que je peux entendre parce qu'en fait, je sais que l'étude, je sais qu'écouter le chauffard et je sais qu'aller dans la souka ne va pas m'empêcher, un, de m'occuper de mon mari ou de m'occuper des enfants, et deux, que, en fait, c'est pas une réponse satisfaisante parce que je pense pas que mon but dans la vie ce soit de m'occuper de mon mari et de mes enfants. Et ce serait limite si j'avais le choix, peut-être que on pourrait dire m'occuper de mon mari et m'occuper de mes enfants c'est très important, mais je trouve que c'est très important aussi d'aller dans la souka et de faire le loulav ou de faire les misotes assez chez Asmon Garma. Donc cette réponse apologétique-là ne me convient pas non plus, et je pense qu'il y a une troisième voie, et cette voie c'est celle qu'on essaye d'explorer, et j'ai pas de réponse, parce qu'en fait j'ai pas de réponse générale à des questions précises. Encore une fois, je pense que dans nos textes, il y a les moyens de répondre à nos questions. Il y a les prémices de nos réponses dans ces textes-là, et qu'il faut aller réétudier ces textes, peut-être avec ces nouvelles lunettes, en se disant, voilà, je suis une personne du 21e siècle qui réétudie ces textes, et comment est-ce que je peux trouver dans ces textes, et je suis sûre qu'il existe, alors je n'ai pas trouvé j'ai pas trouvé toutes les réponses encore une fois, mais des prémices qui vont nous permettre de dire oui, en fait, ce texte peut être lu différemment, peut-être qu'il a été lu pendant des années de cette manière-là parce que ça correspondait à la société, et peut-être que maintenant qu'on est dans une société qui a évolué, on peut relire ces textes avec notre regard actuel, et on peut trouver ces réponses-là. Typiquement, dans la Gemara, il y a toutes les réponses au get. Il y a toutes les réponses aux problématiques du get aujourd'hui. Si on veut aller explorer ça, c'est un problème féministe actuel, on va dire. Ou même c'est même pas actuel parce qu'en fait on en entend parler dans la Gemara. Oui, mais c'est un problème qu'on va traiter comme féministe aujourd'hui, et pourtant et qui a l'air insoluble dans notre société contemporaine. Et pourtant, moi, quand j'étudie la Gemara et que j'étudie les sous-guettes qui vont avoir trait au get, je me dis, il y a en fait les prémices des réponses, elles sont là. Elles peuvent, on peut s'en saisir actuellement. Et avec ce regard-là, il y a peu de textes sur lesquels je me dis, ah mais là vraiment c'est insolvable. Ça viendra. Mais bien sûr, ça viendra. Peut-être que ça viendra. Et peut-être qu'à ce moment-là, je te dirai, voici la réponse orthodoxe. Je sais pas quoi faire. Oui, j'aurai une contradiction, mais tous les juifs, montrons un seul juif qui n'a pas une contradiction entre la loi et ce qu'il ressent profondément. Et ce qu'il ressent par rapport à elle, ou ce qu'il comprend par rapport à elle. Et je te dirais, voilà, c'est la loi. J'ai du mal. Je ne la comprends pas. Et on se mettra d'accord sur le fait que c'est la loi et que j'ai du mal et qu'on ne la comprend pas. Et jusqu'au bout. Pour moi, ça c'est honnête. Voilà. Pour moi, ça c'est honnête. Pour moi, ça c'est super honnête. Et c'est peut-être ça qu'on dit pas assez finalement, c'est que on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. On a le droit de ne pas comprendre, on a le droit d'être perdu, on a le droit de... Ce qu'on n'a pas le droit, c'est ce que moi, à mon sens, on n'a pas le droit de faire, c'est dire je suis pas content, alors je lance ça par le support. Donc, très bien. Alors juste, je voulais...
Je pense que ce qui est obligatoire de faire, c'est de dire si je suis pas content, alors je vais étudier. En fait, pour Oui, moi, bien sûr. ce qu'on Bien n'a pas sûr. le droit, il y a deux choses qu'on n'a pas le droit de faire. Un, on n'a pas le droit de faire de quand on a trouvé la réponse, dire bon, en fait, c'est passé à la loi, je vais la changer. Et la deuxième chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est s'il y a quelque chose qui, moi, me gêne, soit en tant que femme, soit en tant que mère, soit en tant que personne, enfin, euh, éthiquement parlant, s'il y a quelque chose qui vraiment m'interpelle, j'ai pas le droit de pas aller chercher plus loin pour essayer de comprendre et j'ai pas le droit de pas aller étudier plus et de rester comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a un Ok. principe, il y a un principe d'honnêteté intellectuelle de dire bah, je vais aller jusqu'au bout pour essayer de trouver quelque chose qui peut-être va me correspondre parce que j'ai la conviction profonde que la Torah est vérité et que la Torah est morale. Ok. Alors, très bien, là-dessus on est d'accord. Alors, je voulais juste m'indigner sur un truc, si tu es Vas-y. d'accord. C'est que je pense que vraiment, de façon générale, un des dégâts les plus grands du féminisme, c'est cette façon que ça a eu de désigner le foyer comme une prison et un endroit et un endroit fondamentalement qui, pas juste qui emprisonne les femmes, mais tu sais, qui les détériore, que c'est pas digne d'elles, tu vois. Et je pense que c'est un discours qui est ultra destructeur pour tout le monde. Parce que pour moi, vraiment, et je pense que le judaïsme va dans ce sens, la famille, le foyer, les enfants, c'est le couple, c'est le cœur et l'essentiel. Et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. C'est le cœur de l'existence, tu vois. Comme Talmud dit, quoi. C'est le Beth Amikdash en petit. C'est un couple qui divorce. C'est le misbéar qui pleure. Tu vois, c'est-à-dire quelque part, toutes les relations entre Dieu et l'humanité sont déclarées comme des relations filiales, sont des analogies, il y a une analogie du roi, mais aussi l'analogie du père, il y a des relations filiales, c'est-à-dire, quelque part, la famille, c'est le cœur de l'expérience humaine, et moi, ça m'a toujours indigné de voir ça, tu vois, de voir qu'on peut dire, ah, les femmes peuvent faire pour à la maison, etc. Je suis d'accord qu'on ne peut pas enfermer personne, et que chacun doit aller faire ce qui l'épanouit, et que, etc. Ça, je pense, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais quelque part, si ce discours, ce discours-là de dénigrement du foyer, et je crois qu'il y a une des auteurs féministes, je ne sais plus ce qui m'avait raconté, qui avait vraiment une expression qu'elle avait comparé je sais plus, on retrouvera ça dans les archives, qui avait comparé, tu sais, le foyer à le camp de concentration, tu sais, vraiment c'était ça. Petit Frieden, je sais plus. Tu vois, genre, ça et moi, ce que j'aimerais bien voir de la part des gens, tu sais, qui poussent certains changements dans la sociologie juive auxquels je pourrais être d'accord, tu vois, comme par exemple changer les mérites, essayer de changer un peu la constellation des choules pour que les femmes s'y sentent plus accueillies, etc. Là, j'aurais bien aimé qu'on se démarque, si tu veux, de tous ces mauvais discours-là, qui, à mon sens, sont anti-juifs au possible. Et pour moi, genre, dénigrer la famille et le foyer, etc., c'est l'inverse, tu vois, de ce que je pense est vrai. Et je sais qu'on est d'accord, tu vois. Je sais qu'on est d'accord là-dessus. Sur cette, Alors, on est d'accord sur la centralité du foyer et sur l'importance du foyer. Ça, il n'y a aucun souci parce que je pense que c'est fondamentalement juif. Et, enfin, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles mon judaïsme est important. C'est le foyer, c'est la famille. Donc, oui, on est d'accord sur ça. Par contre, on n'est pas du tout d'accord sur la vision du féminisme sur le foyer. Le féminisme ne dit pas que le foyer c'est pas bien, ne dit pas que la famille c'est pas bien, ne dit pas que s'intéresser à construire et en fait ne dit pas que la sphère privée elle est mauvaise en soi. Elle dit que se contenter de la sphère privée ou être relégué à la sphère privée contre ta volonté c'est pas bien. ça, je Et suis d'accord. pour, Je, suis et je pour suis moi, c'est d'accord qu'il faut forcer pas pas ça. du tout un discours féministe de dire la maison c'est nul. Enfin, qui voudrait dire. Enfin, À part ça, I beg to disagree que dans la littérature féministe, ça apparaît des tonnes. alors, Dans la oui, ça littérature. peut. Alors après, c'est sûr, tu vas me dire, il y a plein de mouvements, etc., etc. Non, moi, je ouais, vais, enfin, je vais te répondre sur la façon dont se construisent les mouvements. La ouais. façon dont se construisent les mouvements, c'est que les mouvements vont, surtout les mouvements militants vont remettre en question des grands principes. Parfois, on va remettre en question des grands principes de façon très vive,
avec des mots très durs, et il va falloir aller très loin dans la déconstruction pour pouvoir ensuite reconstruire. Ça, c'est des mouvements, enfin, c'est le travers des mouvements militants. Et parfois, enfin, moi, ça me correspond pas, et c'est Et aussi à la fin, tu reviens pas de la déconstruction parfois aussi. Tu as oui, déconstruit et tu sais plus quoi c'est faire. aussi un travers. C'est aussi un travers. Pour moi, si tu Mhm. déconstruis quelque chose, il faut reconstruire derrière. C'est aussi un travers. Alors, je pense qu'on a besoin des mouvements militants pour remettre en question les choses, pour secouer un peu la machine. Parfois, on a besoin de faire un peu la révolution pour pouvoir remettre certains sujets sur la table qui sont oubliés ou enfin voilà. Je pense que ça doit être momentané. Donc, si jamais, enfin, genre, je suis moi hyper reconnaissante à toute cette littérature féministe d'avoir reposé ces questions de l'importance du foyer. Je pense que on peut avoir une vision juive féministe qui dit le foyer c'est super important, mais c'est pas dédié aux femmes, et potentiellement avoir une vision, on va dire, féministe juive qui peut dire comment est-ce qu'on réintègre, comment est-ce qu'on réimplique les hommes dans le foyer, comment est-ce qu'on répartit cette charge-là, enfin, c'est quoi cette charge-là, et même reposer des questions de c'est quoi le foyer dans le judaïsme. Enfin, il y a plein de questions qui sont passionnantes à partir de ces questions-là, qui sont des questions féministes. Mais, enfin, Ouais, oui, je il faut comprends, pas je comprends ce que tu tout dis. construire, Je mais, comprends ce que tu dis. mais La seule parfois il chose y a qui, la moi, nécessité ouais. de commencer par ça. Parfois il y a la Je nécessité comprends de ce que. commencer par ça. Ouais. Moi, enfin, Je comprends, ouais. C'est ce que beaucoup de gens me disent quand je parle de ça, c'est qu'ils disent oui, mais sans le, quand je m'indigne contre ces militantismes-là, et je m'indigne beaucoup. Beaucoup de gens me disent oui, mais sans ça, ça bougerait pas, on serait enfermé dans des structures dans lesquelles on peut jamais sortir, et tu seras d'accord que il y a des, voilà, que même si on n'est pas d'accord avec ce que les féministes de la deuxième vague ont écrit sur, et ben quand même elles ont fait bouger des choses, et puis les gens se sont battus, et puis maintenant ça va mieux, et t'es bien content toi aussi. On me dit beaucoup ça, mais en vrai je suis pas sûr, c'est à dire personne n'a fait calcul, c'est à dire je pense que c'est tous les mouvements qui sont significatifs dans l'histoire, ils ont des impacts positifs et des impacts négatifs, ouais. c'est à dire il y a personne, et la question que je me pose parfois, c'est que est-ce que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire quelque part pour moi et je vois pas que le monde juif, si tu regardes le monde moderne et dans le général, la famille est dans mauvais état. Tu vois. Combien est-ce que le féminisme a participé à ça? Je sais pas, j'ai pas un pourcentage. Tu vois. Et c'est pour ça que ça rend ce que je dis un peu difficile. C'est-à-dire, je peux pas dire à 50%, 30%, je sais pas. Parce que personne n'a fait le calcul. Mais je suis assez convaincu quand même que si les familles, la famille en général a du mal, a du mal aujourd'hui et en difficulté aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'on a dit aux gens, et c'est que c'était moins important que leur carrière, que c'était moins important que leur épanouissement personnel, tu vois? Et 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 donc il y a je sais pas te dire si ça a été net positif ou net négatif. Moi, j'ai l'impression que c'est net négatif, mais je j'ai pas de chiffres, tu vois? Donc je suis pas toujours sûr que même s'il y a eu des conséquences positives, elles valent le coup des conséquences négatives. Bon, mais je comprends ce que tu dis. Tu dis, Et des moi, dans ma vie personnelle, Thaïs Trefit aussi, j'ai absorbé des choses de ça, et ça m'a été positif pour moi, tu vois. Et je te comprends. Je veux dire, je te comprends. Mais j'essaye de regarder les conséquences en général. Ben, je Est-ce que pourrais j'ai pas te raison? Je ne sais donner pas. des réponses sociologiques sur des choses sur lesquelles on n'a pas de. Non, non, mais je Enfin, suis d'accord. On n'a pas de. Mais je suis d'accord que tout mouvement a une version positive et une version négative. Je suis d'accord que le féminisme a des versions négatives, comme tous les autres mouvements, comme tous les autres militantismes. Et j'aime me dire que le fait d'être juive me permet de rester dans la hmm. nuance, me permet de rester dans le pile-poule total par rapport à tous les fanatismes. Enfin, en tout cas, toutes les dérives qui pourraient exister dans un militantisme qui serait trop. Qui irait trop loin. Mhm. Oui, non, mais je comprends. Ouais. Remettre en question la balance négative. Regarde, Mais ça, enfin, c'est très si je personnel. te proposais un truc comme ça, tu vois, c'est-à-dire proposer. Les- ce que moi me mettrait à l'aise, tu vois. Moi, comme quelqu'un qui se reconnaît pas dans ses militantismes, tu vois, et qui quelque part en est très méfiant. Ouais. Qu'est-ce qui me mettrait à l'aise, tu vois, non, ça va pas, tu vois. Qu'est-ce qui me mettrait à l'aise, c'est qu'on abandonne l'étiquette.
même si on s'en sent une filialité, tu vois, en disant moi je viens judaïsme et féminisme. Rien que la phrase me pose problème, tu vois. C'est quoi judaïsme et féminisme? Pour moi, le féminisme, ça n'existe pas. Le judaïsme, c'est le judaïsme et c'est ça la vérité de ma vie, tu vois. Dire, est-ce que maintenant, si tu veux poser la question, comment, quelle est la place de la femme dans le judaïsme, quelle est la place de la femme dans la synagogue, quelle est la place de la méritza, questions toutes légitimes qui sont toutes légitimes et qui doivent se discuter au Beth Midrash, etc. Avec plaisir, tu vois. Mais je pense qu'à partir du moment où on rentre dans le Beth Midrash, on doit abandonner tout le reste. Tu vois. Pas abandonner tout le reste, dans le sens toute fidélité. Tu vois, la fidélité unique au Beth Midrash, c'est à la Torah, qui ne veut pas dire que tu viens pas avec un bagage culturel, avec des idées, avec des références. Et ça, c'est bénéfique. Tu vois. Ça, c'est bénéfique parce que j'apprécie et je vois la grandeur et tous les grands sages que j'admire. Ils ont tous une culture générale immense. Et pour ça, moi, c'est important que ça s'amène au Beth Midrash, mais pas en tant que fidélité, en tant qu'enrichissement. Et tu vois, genre. Et Si donc, c'est le label qui t'embête, c'est comme ce que je disais au début. Pour moi, si on veut parler de quelque chose, il faut parler de quelque chose de précis. Féminisme et judaïsme, c'est deux termes qui ont une pluralité de sens et qui ont une pluralité de définition. Il est impossible de discuter sur la base de ces deux termes. C'est une façon, on va dire, d'entrer dans une certaine qualification. C'est peut-être un jargon marketing, c'est tout ce que tu veux, mais à partir du moment où on rentre dans le Beth Midrash, il faut poser les vraies questions, et les vraies questions, elles sont détachées de ces grands mots, parce qu'en fait, ils sont pas définis, ils sont pluriels, et les réponses, elles se trouvent encore une fois dans la précision des questions qu'on va poser, et dans la qualité et dans l'honnêteté intellectuelle que tu vas mettre dans ton étude. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai aucun problème à le faire. Je pense que le mot féminisme n'est pas à rejeter, parce qu'il permet de poser certaines questions, il va permettre d'ouvrir certains débats, il va permettre de se pencher sur certaines questions, de la même manière que le mot écologie, de la même manière que le mot LGBT sont pas à pousser d'un revers de la main. Par contre, si on s'arrête à ces termes-là, on n'est pas dans la nuance et on n'est pas dans le judaïsme. Et on n'est pas dans la halakha. On n'est sûrement pas dans la halakha. D'accord avec ça, mais je peux que remarquer un moment, tu vas devoir prendre des décisions. C'est-à-dire, toi, tu es la présidente d'Aïka, on va y revenir, mais tu vas devoir prendre des décisions dans ta communauté. C'est-à-dire que ça ne va pas rester au niveau du Beth Midrash. Personnellement, je suis présidente et pas rabbin. Donc moi, je ne prendrai pas de décision halakhique dans ma communauté. Je demanderai à mes rabbins, et mes rabbins demanderont à leurs rabbins de nous aider à prendre des décisions halakhiques. Mais moi, je prendrais des décisions, on va dire, organisationnelles et logistiques. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi au niveau de l'étude, et c'est vrai. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça va devenir concret, quoi. Il va falloir prendre des décisions et trancher, etc. Et ça, c'est difficile parce que des fois, tu as l'impression que tu as une réponse. Mais le problème, si tu veux, la difficulté, c'est que si personne n'accepte ta réponse, et je parle de tous les autres autorités rabbiniques, si personne n'accepte ta réponse, ça reste que ta réponse et tu peux pas la mettre en place vraiment. Tu vois. Oui, mais c'est pas le cas. C'est parce que on est dans une communauté de décisionnaires. C'est pour ça que moi, qui a très peu étudié, je prendrai jamais de décision à la Tu sous-estimes pas. Non, pour le coup, c'est pas de la fausse humilité, c'est très vrai. J'ai vu des gens devenir rabbins en 7-8 ans. 7-8 ans. Ça prend 7-8 ans, mais c'est ça. Il y a des gens qui le font. Et ben le jour où j'aurai 7-8 ans d'études, on pourra en reparler sur est-ce que je me sens ça marche. Est-ce que je me sens légitime pour faire un psak halakha, mais pour le moment, mais alors là, vraiment très très loin. Mais c'est pour ça que les rabbins qu'on va avoir, qui sont encore en formation, ont leur propre rabbin ont leur propre rabbin, et de toutes les manières, c'est comme ça qu'on discute de halakha. Ça veut dire que c'est une communauté de rabbins qui va se poser des questions, qui va discuter entre eux, potentiellement qui va pas être d'accord, potentiellement il va y avoir des réajustements, et c'est le cas sur tous les problèmes, tous les nouveaux problèmes. Ouais, c'est vrai. Pour moi, il n'y a pas de halakha qui se fait tout seul. Effectivement, si tu es tout seul à décider, à partir de tes propres textes, et que tu décides de faire un psak halakha tout seul, bon, bah là, on est en désaccord sur la façon de faire. Et on est en désaccord aussi sur la façon de mener une communauté. Moi, dans ma communauté,
je n'accepte les décisions que parce qu'elles sont basées sur des rabbins que je respecte, dont je respecte à la fois les connaissances halakhiques, les connaissances générales, et qui ont d'autres rabbins pour se reposer, qui sont capables de me dire sur quel texte ils vont se reposer pour prendre leurs décisions halakhiques, et potentiellement même me partager, et ça pour moi aussi, ça fait partie des choses Mhm. importantes, m'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là, et sur quoi ils se sont Ouais, reposés. ouais. Non, d'accord, très bien. Non, mais je sais pas si je suis convaincu de ma méfiance, je serai toujours un Ashkenaz très méfiant. C'est pas grave. Mais je C'est ma vie. pense que la Mais méfiance, elle est salvatrice sur l'orthodoxie. salvatrice, non, mais c'est pratique parfois. Non, non, elle est, enfin, Ouais. il faut être méfiant de tout, et je pense, enfin, en fait, il faut être prudent. Il Oui, faut être prudent c'est et vrai. il faut être précis. C'est Dire, ouais, non, c'est c'est vrai. mes Il deux, faut. maîtres, c'est mes deux maîtres mots en tout cas Mhm. dans mon étude. Oui, il faut pas faire Ouais, non, n'importe c'est vrai. quoi. Il y a toujours la tension entre, tu sais, entre progrès et discontinuité. Il y a quelque part, il y a des fois, tu fais des petits changements qui sont un progrès, tu vois, des petites avancées qui sont un progrès et qui sont toujours continues avec la tradition. Et des fois, il y a des pas trop grands et hop, Ok. c'est sorti. Bon, Et, et donc, c'est une vraie tension et c'est une tension qui est permanente et qui est tout le temps et qui est pour moi aussi et qui est pour tout le monde et pour tous les orthodoxes parce que les sociétés changent et les réalités changent. On doit tous prendre des décisions sur toutes ces réalités qui changent, qui grandissent, qui se transforment, etc. Et il y a toujours des nouvelles questions. Et c'est pour ça que je dis que tout n'est pas rigide. Ça veut dire, la tradition juive, elle évolue et le message mosaïque, j'ai envie de dire, est mosaïque et il se déploie au fur et à mesure de l'histoire et des choses qu'on rencontre, etc. Et c'est dans le dialogue entre les rabbins, entre les gens qui savent, et avec la réalité que les choses se font. Donc, et tous les mouvements historiques font partie de ces trucs. Certains sortent, certains rentrent, certains trucs, certains restent, certains bougent pas et sont disqualifiés. C'est-à-dire, plein de choses se passent. Mais je pense que quelques dernières choses que je voulais te demander, c'est que maintenant, tu es la présidente d'une communauté. Ça doit être assez particulier. Tu sais, pour moi, les présidents des communautés, c'est toujours des vieux monsieur qui ont beaucoup d'argent et, et qui sont très autoritaires. Mais ouais, là, tu casses le stéréotype. Et en vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien quelque part. C'est de mettre un peu de changement dans ces choses-là. Mais surtout, c'est en fait, ce qui m'interpelle, c'est président d'une communauté en France. Et j'aimerais savoir, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tourne beaucoup dans la tête, c'est que comment tu vois, je sais pas si tu as une opinion là-dessus, mais comment est-ce que tu vois l'avenir des communautés en France? Moi, je suis parti avec beaucoup de pessimisme, je dois la mettre. Et je sais pas ce que toi tu ressens, et je sais que la situation en France n'est pas forcément simple, mais je sais pas si tu veux en parler, mais si tu as quelque chose à dire sur le sujet. ce sera mon opinion personnelle. Ouais. Euh, Moi, j'aime pas être pessimiste. J'aime quand je vois des problématiques, essayer de les résoudre. En tout cas, essayer d'avoir une action dessus. Bon, Ouais. le pire, c'est l'abandon. C'est de se résoudre à ce qu'on voit et de dire bon bah il n'y a pas ici chez moi, alors je vais aller ailleurs. Mhm. Mon motto dans la vie, c'est il n'y a pas ici chez moi ou j'ai pas trouvé, bon bah alors je vais le construire, je vais, je vais tenter de bâtir. Et si Ouais. après avoir tenté, eh ben j'ai échoué, alors on reposera la question. Mais pour le moment, je pense qu'il y a un avenir dans la pour la communauté juive française. Je pense en fait que Mhm. la France a été un terreau pour la pensée juive. Vrai. Ça a été, enfin, on a une historique, une culture ici qui est incroyable. J'ai envie d'essayer de la raviver, enfin d'essayer de retrouver un peu toutes les raisons qui ont fait que l'israélite français a été quelqu'un de très important dans le judaïsme Mhm. pendant des années et d'essayer de le retrouver. Essayer de... Donc toi, tu te relis, si tu veux, au modèle napoléonien de l'israélite, quoi. C'est-à-dire que quelque part, c'est une bonne question. C'était quoi le modèle napoléonien de l'israélite? C'était quand même très particulier. C'était, il y avait quel...
Je Je dirais sais pas pas, comment tu le définis toi? Je vais pas me lancer dans une diatribe, mais comment ça veut dire quoi toi pour toi ce judaïsme français et israélite? ça veut dire, un judaïsme qui est ancré dans la cité, qui va être à la fois, juif, et français, qui va, hem, s'inspirer, de, l'école d'Orsay, qui va, se baser sur des institutions juives françaises, que j'adore, comme les EI. Enfin, en fait, Mmh. c'est dur à définir, mais on va dire c'est un judaïsme teinté de culture française qui va s'inscrire dans, la cité française. C'est vraiment intéressant parce que ça, Dafka, ça me va, tu vois? Un judaïsme teinté de culture française, tu vois? Une petite teinture, une couleur, quelque chose, une ambiance, tu vois? Et française, ça me va et je me reconnais complètement là-dedans, tu vois? Et je me reconnais complètement là-dedans, mais et je crois que le modèle israélite, c'était un modèle, tu sais, d'abandon du collectif pour, vivre un judaïsme, particulier, individuel, communautaire au maximum, tu vois? Et mais en fait, ça a changé. C'est vraiment cette définition s'est transformée, et chez et en fait, chez toi, elle est la même que chez moi maintenant. Sauf que C'est moi, là où j'habite en ça Israël devient depuis longtemps, mais politique. C'est là où ça devient ouais, politique. c'est là où ça devient politique. C'est là où ça devient politique. Bon, on va pas parler de Et politique parce que c'est un autre problème. non, et En plus, vous avez les surtout, élections dimanche, ça doit être super stressant. ouais, et puis surtout, c'est pas forcément, dans nos mains. Je pense pas que, Mmh, je pense on peut essayer de faire avancer la société dans la direction qu'on veut. On peut pas changer la société, tout seul. mmh, On va dire, si jamais, notre communauté fonctionne et qu'on peut prouver qu'on peut recréer cet espace, où on a un judaïsme dans la cité, où en fait on peut être français, aller voter, s'intéresser à la politique française, s'intéresser à ce qui se passe en France et en même temps mmh, être très juif. On peut être inspiré par, tout ce qui s'est passé en France, par la culture française, par, tout ce qu'a pu apporter la France et être, très juif et très orthodoxe, dans notre mode de vie. Si on peut construire une communauté qui insuffle ça à ses enfants et qui réussit à le transmettre, alors on aura réussi notre pari, même si on est 50, même si on n'est pas beaucoup de familles, on aura réussi mmh. notre pari et pour moi c'est la preuve qu'il y a il y a un avenir en France. Je je comprends l'espoir. Je comprends Ouais. cet espoir-là et j'admets que je le partage pas. J'admets que je le partage pas, mais je comprends pourquoi ça veut dire et moi et je te dis personnellement, je pense que j'aurais adoré, venir à vos repas de Shabbat et kiffer avec vous parce que je connais l'ambiance des EI, cette ambiance qui est vraiment très sympa et aussi des gens super et cetera. Mais j'admets que je partage pas cet espoir-là et je pense personnellement que l'avenir des Juifs est en Israël, parce que Oui, ça sera pas dans les 2, 3 ans, 5, 10, 20, 30, 50, je sais pas. Mais au fur et à mesure, j'ai parlé il y a pas longtemps, c'est un épisode qui va sortir bientôt avec un gars qui s'appelle le docteur Dov Maimon. Je sais pas si tu vois qui c'est, bien mais sûr. il a ouais, le docteur Dov Maimon. Et Il a aucun espoir pour la France. On a eu zéro, beaucoup de zéro. Il conversations était extrêmement, on en a parlé, il était là-dessus. extrêmement pessimiste. Il est extrêmement Et pessimiste. Mais pour moi, ça sert à rien d'être pessimiste si on n'a pas essayé. Enfin, c'est un aveu d'échec avant même d'avoir envisagé de construire. C'est dommage. Et ça peut après, être reconnaître que l'histoire se fait ailleurs aussi, quoi. C'est-à-dire, moi, oui, j'ai et pas, on peut aussi questionner. Tu parlais de questionner, enfin de ne rentrer mmh dans aucune idéologie sans les questionner. Pour moi, le sionisme, c'est aussi une idéologie qu'on peut questionner. Il y a plein de choses dans le bien sionisme sûr. et dans le sionisme actuel et dans la vision qu'on a d'Israël. Et j'ai été Yavnée, donc enfin, Tu as été indoctriné comme il faut. on peut pas faire plus sioniste que ça. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y a plein de choses. Enfin, en fait, c'est pas évident de partir dans un pays où, en fait, culturellement, ben, t'es pas forcément aligné, qu'il faut te C'est dur. battre, potentiellement que tes enfants vont faire la guerre, que t'es dans un pays qui est aussi éminemment politique, qui est un État Trop. en dehors d'être un État juif.
qui Mhm. prend pas ses décisions à travers un bed-in, mais qui prend ses décisions à travers en fait un État politique. Israël n'est pas aujourd'hui une réponse uniquement juive, c'est aussi une réponse très politique. Et donc, et ça aussi, c'est à questionner. Moi, je sais pas Oui. si je suis une meilleure juive si je vais en Israël ou si je suis une meilleure juive en restant en France. C'est, euh, je comprends ta question. Je sais pas, c'est tellement qu'est-ce que tu veux dire par meilleur juif ou pas meilleur juif. Tu vois, je suis pas sûr que la qualité de juif se mesure en pourcentage ou en Ouais, quantité ou certaines mais choses. par Tu vois. exemple, est-ce que ça va La question, c'est faire combien tu es en accordance. La question, si tu veux, c'est combien tu es accordé avec ce que tu considères être euh, la vérité de la Torah. C'est-à-dire combien tu es en accordance avec ça, etc. Et puis il y a toujours une distance, bien entendu. Tu vois. Mais je sais pas, il y a. C'est la question peut être posée à Manitou de nombreuses fois, c'est bien connu, qu'il a dit que en réponse, tu sais, à la position ultra-orthodoxe qui disait qu'il vaut mieux être religieux en exil que, comment dire, que Chiloni en en Israël? Israël. Il disait l'inverse. Il dit au contraire, il vaut mieux être Chiloni en Israël, au moins tu fais quelque chose pour tout le monde. Et que d'être tout seul dans ta religion, en exil où en fait tu vis ta vie individuellement, etc. Alors que la dimension collective, tu vois, pour Manitou, c'était comme ça, la dimension collective avait une importance phénoménale. Tu vois. Et quelque part, en France, tu la vis de façon très restreinte. Tu vois, de façon très restreinte. Et moi, j'ai reconnu ça que très tard. Tu vois. Dire, moi, j'ai pas pensé à ce que c'était le peuple juif avant mes 18 ans quand je suis arrivé en Israël. Genre, je n'ai jamais pensé à ça. Genre, pour moi, les juifs, c'était ma petite tribu, tu vois, c'est tout. Et puis voilà. Genre, j'y ai jamais pensé. Je me souviens comme hier, le jour où je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui s'appelle le peuple juif, et c'est quoi en fait? Genre, et ça existe. Et je dois regarder en face ce que c'est. Après, voilà, je sais pas. c'est, c'est, c'est un peu ce que je ressens, mais je comprends parfaitement les difficultés qu'il y a de venir en Israël. C'est très difficile. Et je suis loin de moi de dire à tout le monde, faites votre alia tout de suite maintenant. Je pense que c'est pas réaliste. Et Et surtout, ce serait c'est pas bon irresponsable. du tout pour Israël. Euh, Aujourd'hui, oui, la beaucoup de juifs diaspora, français qui débarquent sans préparation, non. non, mais Mais la diaspora est hyper importante pour l'État d'Israël. Aujourd'hui, les tu crois? communautés juives en Ouais. diaspora sont hyper importantes, que ce soit au niveau économique, mais aussi au niveau culturel, mais aussi au niveau de... Il y a, il y a plein de choses en fait que la diaspora juive apporte à l'État d'Israël aujourd'hui. C'est Mhm. un mythe de dire que si tous les juifs se retrouvent en Israël, tout sera le paradis Non, ça c'est. et la panacée. Par C'est faux. définition, tous les gens qui disent si X, ça sera le paradis, ils ont tort. Ils savent pas ce que c'est le paradis et ils savent pas. Voilà, c'est ça. En Je fait, suis d'accord là-dessus, bien sûr. si, Je prétends pas que l'ALIA, l'ALIA de tout le monde, c'est une solution, si tu veux, à quelque chose. Tu vois. Je, je dis deux choses en fait. Je dis un, je pense que l'histoire juive se fait en Israël. L'essentiel de l'histoire juive se fait en c'est Israël. marrant quand le Talmud a été écrit à Babylone. C'est pas grave. Je dis maintenant. Je dis pas l'histoire juive s'est fait en 2000 ans en exil. Pendant 2000 ans en exil, pas de problème. Je dis l'histoire s'avance. Tu vois. Je dis que l'histoire maintenant, l'histoire du peuple juif se fait en Israël maintenant. Tu vois. L'histoire Pendant juive, l'âge d'or en Espagne, elle s'est fait en Espagne. elle se Au fait 9e, partout. Il y a 10e des... siècle, elle s'est fait en France. Enfin, tu vois. Non, l'histoire juive, Oui, elle bien se sûr. fait là où il y a des juifs. Bah, tu seras d'accord qu'il y a différents niveaux de cette chose-là. Ça veut dire, comme l'histoire juive se fait plus tellement en Chine. Tu vois ce que je Bah, veux dire? parce C'est-à-dire, qu'il y a plus de juifs en Chine. Je te dis, l'histoire juive se fait là où il y a des juifs. c'est vrai, parce que là où il y a des juifs se fait, mais l'essentiel, tu vois, le fait qu'il y a une manifestation collective du peuple juif en Israël fait que ça concentre, même si au niveau, si tu veux, quantité, ben, c'est plus ou moins égal à ce qui se passe aux États-Unis, tu vois. Mais la différence, c'est que si tu regardes les courbes, tu vois, ça c'est un peu les courbes de natalité, mais tu regardes, il y a le nombre de juifs augmente en Israël et il baisse aux États-Unis, tu vois, à cause de l'assimilation, à cause de plein de choses. Donc
si tu veux, je pense que ça, c'est relativement objectif de dire que l'histoire juive se fait en Israël. Et l'essentiel, parce que en Israël, tu as devant toi une des questions les plus importantes de toute la Torah, c'est comment on construit une société, un État, une politique éthique, saine et bonne. Tu vois, et ça, pour moi, c'est l'expérience la plus importante que tous les juifs doivent faire. Et c'est pour ça que, pour moi, si tu veux, ça, je me suis rendu compte qu'après être venu, mais pour moi, le défi, et si tu veux, là où il faut construire, tu vois, c'est ici, parce qu'ici, on fait cette expérience, et cette expérience, elle est fondamentale, pas juste pour nous, mais pour toute l'humanité, à mon avis. Tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Maintenant, Je suis d'accord avec toi sur l'importance. Je suis pas d'accord avec toi sur l'exclusivité. C'est pas le lieu où va s'écrire l'histoire juive, c'est un des lieux principaux où va se créer l'histoire juive aujourd'hui. Mais c'est pas, en fait, ça ne peut pas concentrer toute l'histoire juive, même si c'est une des questions les plus difficiles, les plus intéressantes actuelles. C'est pas la question du peuple juif parce que il existe plusieurs questions du peuple juif actuel. Il y a plein de défis différents et le défi de concilier judaïsme et État et judaïsme et politique c'en est un hyper intéressant, hyper central, mais pas unique. Si tu veux, je suis d'accord que je prétends pas à l'unicité du problème, mais si tu veux et je prétends pas non plus à l'exclusivité, tu vois. Je dis pas que, mais je parle en moyenne. En moyenne, c'est pas le mot, mais si tu veux en quantité, tu vois. C'est sûr qu'il y a des questions très intéressantes qui se posent dans le Beth Midrash rue Sélénique à Strasbourg. Plein de questions fascinantes, tu vois. Le mec qui se pose des questions de ouf, c'est génial, tu vois. Et moi, j'adore. Mais si tu veux, la différence de niveau qu'il y a entre des questions très intéressantes même de choses qui se passent à Strasbourg, à Paris, dans des communautés qui sont, qui sont importantes, il n'y a pas de souci. Pour le point de vue niveau, où il y a, là, ici, il se passe en Israël quelque chose qui a un impact, à mon sens, universel, qui est l'aboutissement qui est un aboutissement quelque part je sais pas comment dire ça, mais c'est l'aboutissement, c'est peut-être pas le mot encore, parce on n'a pas encore abouti à quelque chose, si tu vois comment ça se passe ici. Qui est la Mais c'est en tout cristallisation de cas, grandes questions. ouais, la cristallisation d'une vision prophétique, tanachique Pour moi, de pas la Torah. encore. On essaye, on essaye, et Mais c'est en route. Je dis pas qu'on y est. Loin de moi. On n'y est pas du tout. Il y a trop de taxes ici encore. Non, j'ai l'impression qu'on y arrive aussi de moins en moins, que plus ça va et moins cette vision très 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 juive de l'État, elle imprègne l'État actuel. Même si la question est toujours posée, et la question est Mm. passionnante, et je suis d'accord que c'est une Oui. question centrale, et je suis d'accord que c'est un endroit où on a envie d'être au cœur de l'histoire. Je Mhm. pense qu'il existe d'autres cœurs de l'histoire et que on a toujours fonctionné comme ça n'existe pas un judaïsme qui est uniquement centré en Israël. Je vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on devrait décider de le recentrer. Mais c'est comme pour les visions du judaïsme. Pour moi, il faut juste dire, il existe plusieurs espaces, il existe plusieurs choix, et ceci et ceci est la parole de Dieu vivant. Euh, On est, on ouais, est, écoute, on est dans des oui. voies différentes, parallèles, qui vont poser des questions tout aussi importantes pour le judaïsme. Non, je nie pas loin de moi de lier de l'existence, mais bon, voilà, je suis pas sûr qu'on se mettra d'accord là-dessus. Je pense qu'on peut encore discuter longtemps. Je pense, si tu veux bien, on va s'arrêter là. Ouais. C'était très très sympa. C'était très très sympa de discuter avec toi. Et Est-ce que tu penses que tu es toujours aussi pas d'accord avec moi? j'ai des choses à réfléchir. T'as posé 2-3 termes qui m'ont, que je dois considérer maintenant.
Mais si tu veux, t'as décrit ton rapport au judaïsme avec quelque chose de très proche de ce qui est du mien. Si ce n'est, si tu veux, le rapport à la question libérale, auquel ça, je pense que je suis vraiment pas d'accord et tu Ouais. m'as pas convaincu, mais ton rapport à toi personnel, il ressemble beaucoup au mien. Donc OK. Sachant que, C'était pour le coup, c'est un rapport que je partage avec les rabbins que je vais embaucher dans la communauté que je suis en train de construire. Sinon, j'en serais pas présidente. Et Ouais, donc, non, mais très bien. Bah, écoute, je viens jamais à Paris, mais si je viens à Paris, c'est peut-être un de ces jours. mais il y a que des gens Mais comme toi dans notre communauté, en fait. Quoi, ils sont aussi névrosés que moi? Je comprends pas. Non, il y a que des personnes, enfin, en fait, il y a que des personnes qui ont ce rapport-là au judaïsme, ou en tout cas qui tendent à vouloir avoir accès à ce rapport hyper précis au judaïsme, qui est pas contrôlé par des idéologies, mais qui est traversé par des idéologies. Mmh. Non, Et surtout qui sont hyper intéressés pour en discuter pendant des heures. oui, ça, OK, ça je partage. Je partage. Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de discuter avec toi. Tu passeras le bonjour à Laurent et Avec plaisir. C'était et hyper en tout cas intéressant comme discussion. Ça m'a permis aussi enfin, c'est des choses aussi que j'évoque pas forcément parce que ben, on n'est pas souvent dans une discussion aussi ouverte, posée et avec les armes à terre. Donc, c'est intéressant. c'est le concept, c'est le concept et je suis content que ça marche. Ta Merci beaucoup Tali, Shabbat shalom Shabbat et plaisir shalom, fraîcheur merci. avec sa mère.